Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Alors aujourd'hui, on va parler de femmes. Comme d'habitude, on parle de femmes à l'émission Talent de femmes. On reçoit des femmes leaders d'opinion, des femmes justement qui changent la société, impactent leur environnement. Mais avant de ça, on va souhaiter déjà toutes nos condoléances à toute la famille journalistique qui a perdu le DP Armand Bianda. Et aujourd'hui, il y a l'enterrement qui se déroule actuellement au niveau de Kouaban. On remercie tous les confrères qui ont participé et qui sont même toujours sur les lieux du deuil, et puis beaucoup de courage à toute sa famille, à toute sa famille. Alors sans plus tarder, on va prendre la... Comme je vous disais dans le terme, aujourd'hui on va recevoir une femme qui est talentueuse, comme dans les réseaux sociaux, on l'a souligné avec le partage de cette affiche avec cette dame qui ne fait cesse de parler d'elle dans tous les réseaux sociaux, les médias et notamment ses interventions dans des émissions télévisées. Alors cette femme qui est bien connue et qui a l'habitude de passer même ici à Info TV vient pour la première fois nous parler d'elle à cœur ouvert à Talent de femmes. Elle n'est plus à présenter, mais néanmoins, on va l'annoncer. Elle s'appelle Madame Michel Djikoumé. Bonjour, Madame Michel Djikoumé. Bonjour, Odile. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci. Ah, vous êtes chez vous ici. On sait quand même que vous avez l'habitude de beaucoup passer dans les débats. Des fois, vous êtes la seule femme. Vous vous en sortez bien quand même quand vous passez dans les débats et puis étant la seule femme qui domine tous ces mâles. Ah ben, tout à fait. Vous savez, l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et puis, l'approche genre aujourd'hui fait des émules. Il est temps que les femmes également pensent à elles et pensent, n'est-ce pas, à occuper une place de choix au sein de notre société plus ou moins misogyne, qui ne fait pas toujours la part belle, n'est-ce pas, la gente féminine. Donc, c'est à nous de nous imposer, c'est à nous d'imprimer notre marque. Sinon, parmi les femmes, je reste Michel Florence Djikoumé, je m'impose comme telle. Michel Florence Djikoumé, alors on sait que vous êtes internationaliste, ça ce n'est plus à démontrer. Vous êtes aussi coordinatrice de l'ONG Coalition Center for Human Rights and Humanitarian Assistance. C'est vrai, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, il faudrait d'abord qu'on vous présente. Vous savez, il y a d'autres personnes qui vous regardent peut-être pour la première fois, et même pas peut-être au Cameroun, peut-être même dans plusieurs pays dans le monde. On aimerait bien savoir qui est cette dame qu'on vient de présenter en grande pompe là aussi. Qui est Madame Michel Florence Djikoumé? Madame Florence Michel Djikoumé, native du littoral. Elle arrive d'un beau village appelé Pongo. Et elle est la deuxième d'une fratrie de 7 enfants. Elle est elle-même mère de 2 enfants qui a fait des études acceptables. Aujourd'hui, je suis internationaliste, comme vous le dites. Au-delà de ça, femme politique également, c'est une autre casquette, parce qu'en ce moment, je commute pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et aussi coordinatrice d'une ONG internationale, Human Rights and Humanitarian Assistance. Oui, voilà, c'est toutes ces casquettes. Mais peut-être on va encore découvrir d'autres durant l'échange, on ne sait jamais. Mais là, c'est vrai qu'on a vu vos statuts il y a quelques jours où on parlait, c'est vrai que c'est pas inscrit dans le débat, mais on va en faire quand même un crochet là-dessus, notamment concernant les Sawa et leurs revendications. Quel est le regard que vous portez face à ces revendications? Il y a eu des marches, c'est vrai que c'est des marches pacifiques aussi, mais on voit des réclamations, des remous au niveau du littoral. Bon, voilà, dans le littoral, nous avons le problème foncier qui devient assez récurrent. Il est récurrent pourquoi? Parce que notre capitale régionale doit être de plus en plus convoitée, que ce soit par des populations camerounaises ou par des multinationales. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais souligner ce matin que le domaine national appartient déjà à l'État, et même dans le droit foncier traditionnel, donc coutumier, il y a une certaine ambivalence parce que dans ce droit coutumier, l'État est lui-même un propriétaire artificiel. Ce qui dénote de ce que l'État peut un matin décider de déloger des populations pour l'utilité publique, les recaser ailleurs avec accompagnement. Mais dans ce qui se passe à Douala aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a eu vice de forme dans les procédures et un village tout entier, celui de Dikolo dans le canton Bonanjo, qui se trouve exproprié, n'est-ce pas, dénu de ses terres. Nous avons des villageois qui crèchent carrément sur des vérandas, qui sont allés chez des parents proches et lointains, ce qui ne laisse pas, n'est-ce pas, la communauté Sawa indifférente, d'où ce cri d'alarme. Alors les populations, elles sortent. C'est pas de l'insurrection, ce n'est même plus un mouvement politique, encore moins anti-gouvernemental, non, pas du tout. Les Sawa veulent ici en appeler à la conscience collective, n'est-ce pas, sur ce qui pourrait arriver à une autre tribu demain, à une autre ethnie, à une autre région du Cameroun. Il est temps que les fonctionnaires veulent, n'est-ce pas, qui se mettent généralement en intelligence avec certains opérateurs économiques, que ce soit dans l'immobilier ou toute autre activité à caractère commercial,
se conforme un peu à la réglementation en vigueur lorsqu'il est question, n'est-ce pas, du domaine foncier. Vous savez, le drame des populations de Douala, Yaoundé et toutes les grandes métropoles au Cameroun, c'est que le village les surprend. Mais c'est pas parce qu'il y a, la ville les surprend, pas parce qu'il y a la ville qu'ils perdent leur village, c'est leur village, donc il faudrait souvent en tenir compte lorsque on voudrait investir, lorsque l'État même s'y penche pour des besoins d'utilité publique. Alors, nous savons qu'à chaque fois, l'État a été fidèle, il y a eu des accompagnements, mais aujourd'hui, il se pourrait que les villageois étaient lésés et que cela n'est pas suivi. Donc, le cri de Sawa, n'est-ce pas, dans la ville de Douala, à travers la marche que vous avez vue récemment. C'est un appel à l'aide à l'endroit des pouvoirs publics. D'accord, c'est un appel à l'aide. Alors on espère qu'on pourra toujours trouver une solution face à ces cris qui continuent, qui ne cessent justement de continuer dans le littoral avec justement ces réclamations. On va commencer par parler de vous en tant que femme politique. C'est vrai qu'on vous voit très engagée avec le RDPC, vous l'avez dit tout à l'heure, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avant d'entrer même en studio, on parlait déjà de vos engagements politiques. Aujourd'hui, on vous voit très engagée, vous défendez le président national de vive voix, même des fois aussi avec acuité. Aujourd'hui, que pensez-vous du RDPC, notamment dans les actions? Parce qu'on parle de l'action gouvernementale, mais il y a beaucoup aussi de réclamations de la part des citoyens, des populations et même de l'opposition. Oui, vous savez, il n'y a pas de société paisible. Partout, même lorsque tout semble aller, il y a des remous ça et là. Je suis engagée dans ce parti depuis ma tendre enfance, mon adolescence. Lorsqu'en 90, j'accède à l'université. Donc, je suis approchée par les membres de ce parti. Et je n'y suis pas allée par opportunisme, non. J'ai eu sous mes yeux, pour le développement communautaire du président Paul Biya, que j'ai eu à lire en 2 jours, vraiment convaincu par toutes les réformes politiques, réformes communautaires, croissance économique que le livre me présentait. J'ai compris que c'était un homme, un Camerounais auquel je devais faire confiance et que je pouvais suivre, j'ai dit bien partout. Depuis 90, donc je commence par le GRDPC. Ensuite, à l'âge adulte, je passe à l'OFRDPC. Mais pendant toute cette période, mes camarades et moi, nous militons pour le parti. Parti du Cameroun pour l'étranger où je poursuis mes études. Je continue de militer, n'est-ce pas, dans ce parti-là. Revenu au Cameroun, je suis quelque part président de comité de base pour me retrouver même cadre dans une sous-section. Donc aujourd'hui au comité central local à la communication, j'ai toujours œuvré pour ce parti. Et vous savez, il est facile lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière de trouver des solutions, de critiquer, d'invectiver. Mais une fois qu'on est en interne, on embrasse d'autres réalités et automatiquement, quand on embrasse dans ces réalités, il faut changer de donne, changer de paradigme. Et les choses ne vont pas toujours telles qu'on croit. Vous savez, la désinformation, elle commence par la rue. D'accord. Elle commence par la rue. Donc, je crois que le RDPC fait tant faire que se peut. Ce qu'il doit faire, n'est-ce pas, pour le bien-être des Camerounais, pour le changement de la qualité de vie des Camerounais. Et je crois que c'est ce qui est fait. Mais je voudrais apporter une légère nuance ici, à savoir que nous soutenons l'action gouvernementale, mais nous ne sommes pas au cœur toujours de ce gouvernement-là. Le gouvernement, il est fait, n'est-ce pas, de tous les partis politiques et toutes les tendances, même de la société civile, ce qui signifie que le gouvernement auquel nous faisons confiance est un gouvernement cosmopolite auquel nous devons pouvoir faire confiance. Oui, c'est vrai que vous avez bien défini le RDPC, vous êtes toujours en train de défendre le RDPC. Vous commencez à entrer au RDPC étant toute jeune, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a quelques difficultés. On a vu l'organisation des bureaux des organes de base où il y a eu des remous, il y a eu justement quelques petits désaccords entre militants. Est-ce que quelque part aujourd'hui, le RDPC commence déjà à penser à une éventuelle transition? Vous savez, moi, je ne vais pas répondre à votre question de cette façon, parce que c'est quoi un parti politique? Un parti politique, il est là pour l'atteinte, n'est-ce pas, la magistrature suprême. Et lorsqu'on l'atteint, on est dans le cadre, n'est-ce pas, de la préservation de ce pouvoir-là. Donc, parler de transition, donc écoutez, les élections présidentielles ont eu lieu il y a à peine quelques années déjà. Nous sommes à mi-parcours. Finissons déjà le mandat et puis pensons donc à la transition. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bon, c'est une femme politique, c'est la femme politique qui parle ici, qui défend les couleurs de son parti. Alors aujourd'hui, on voit quand même le RDPC où regorge beaucoup de femmes en politique parce que c'est le seul parti actuellement où il y a une majorité de femmes en politique. Pourquoi justement cet attrait des femmes, n'est-ce pas, en politique par rapport auparavant, il n'y avait pas de femmes en politique, quasiment pas. Il y avait à peine quelques-unes, mais aujourd'hui, on voit les femmes qui veulent s'exprimer en politique et notamment dans le RDPC. Oui, tout à fait, parce que dans les organes du base du RDPC, nous avons notre petit livre jaune. Et là, il y a l'approche
qui vraiment ne fait pas de doute, où les femmes au sein du RDPC trouvent aisément leur place. Elles se battent d'ailleurs coude à coude avec les hommes. Vous avez dû réaliser qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du Sénat, de la députation, dans les sections, sous-sections et comités de base, même au niveau des cellules, les femmes foisonnent désormais. Elles ne sont plus des simples animatrices publiques, mais non, on les retrouve beaucoup plus dans les postes de décision. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus de femmes dans les postes de décision. On voit les femmes aujourd'hui en politique, mais néanmoins, il y a toujours ce petit problème qui réside. On se demande pourquoi certains hommes peut-être ne veulent pas que les femmes s'engagent réellement en politique, parce qu'on parle justement du regard de la société et peut-être du regard peut-être de la famille, de la culture, qui est quelque part un peu mêlé à ces femmes justement qui ne se retrouvent pas forcément ancrées réellement en politique, parce que certains sont beaucoup dans les urnes, mais quelque part ils ne sont pas trop en avant. Comme femmes leaders, peut-être se représenter. C'est vrai que les femmes présidentes de partis, on les compte quand même au bout du doigt, non, aujourd'hui au Cameroun. Nous vivons dans une société qui a ses canons. La société traditionnelle camerounaise qui voulait que la femme, elle soit dans la cuisine, que la femme tienne les fourneaux. Alors, malgré le fait que nos hommes aujourd'hui soient instruits, il y en a qui sont restés conservateurs jusqu'au bout des doigts. Alors, lorsque des hommes de ce genre-là se retrouvent avec des femmes au père, des femmes émancipées, des femmes à la tête, n'est-ce pas, de certaines décisions. Tout de suite, ils pensent que le ménage va voler en éclats. Tout de suite, ils pensent qu'il y aura un changement de paradigme dans le ménage et qu'elles souhaitent mettre le pantalon. Non. C'est une très mauvaise, n'est-ce pas, vision de la chose. La femme, lorsqu'elle est épanouie, franchement, je vous assure, elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. La femme, elle a besoin de ça. Il faut considérer la femme comme un être humain à part entière qui devrait s'exprimer, c'est-à-dire que sur tous les plans. Alors, penser aujourd'hui que la femme ne devrait que rester, n'est-ce pas, à la cuisine en arrière-plan, non. Je crois que ce n'est pas être à l'école. Non, mais on peut dire que vous avez une chance, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'aller à l'école aujourd'hui, se retrouver comme internationaliste, comme Michel Dikoumou, et faire de la politique aussi. Il faut le dire. Hein. Non, mais il y en a des femmes qui ne sont même pas allées à l'école, hein, qui sont nombreuses dans le GRDPC et qui sont respectables. Je vais même prendre une de regretter mémoire, Madame Françoise Foni, qui n'était pas une intellectuelle à première heure, mais au Cameroun, elle a fait école. Elle a fait école. Elle a même eu à poser des actes que même les femmes intellectuelles aujourd'hui auraient de la peine à imiter. Donc je crois que c'est une question beaucoup plus de volonté d'abord, une question de cran, de courage. Bon, maintenant l'instruction vient par faire le tout. D'accord, on espère qu'aujourd'hui on verra plus de femmes en politique. Alors on va parler un peu de l'opposition. C'est vrai que en démocratie on parle toujours du parti au pouvoir et de l'opposition. Alors que pensez-vous de l'opposition camerounaise aujourd'hui? Bon, je crois que l'opposition camerounaise a tout reçu de la République. Oui. Pourquoi elle a tout reçu? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société plurielle, où on a une pluralité de partis politiques, une société démocratique, une société où nous avons une liberté de presse, une liberté d'expression. Vous n'avez qu'à voir les débats, d'ailleurs, vous en animez plusieurs, où sur le plateau, les gens ils disent n'importe quoi. Ils sortent même généralement du canon de l'émission pour invectiver les pouvoirs publics, et je crois qu'il n'y a pas un Camerounais qui soit autant insulté que le chef de l'État du Cameroun. Mais lorsqu'ils terminent leur petite besogne, ils repartent sans être interpellés, sans en être inquiétés. Je crois que l'opposition a tout aujourd'hui pour être beaucoup plus dynamique. Et dans le champ de l'opposition, il y a une ouverture, il y a une multiplicité. C'est-à-dire que de partir aujourd'hui une multiplicité d'opinions. Et aujourd'hui, je crois que si l'opposition veut, elle peut. Mais notre opposition a ceci de caractéristiques qu'on retrouve un peu des égos surdimensionnés, des égoïsmes. C'est ça le ventre mou de ce côté-là. Je crois que c'est pour coalition. On a vu à l'Assemblée nationale quelques partis d'opposition qui se sont connectés entre elles justement pour essayer de changer. Et puis ils ont proposé de changer le code électoral, par exemple. Non, écoutez, on ne peut pas changer dans l'urgence. Je crois que c'est un travail de maître que les leaders de l'opposition devraient faire. Et puis l'opposition chez nous a aussi ceci de caractéristiques qu'elle ne fonctionne que pendant certaines échéances. Or, ces échéances-là, on ne les sent pas vraiment. Pourtant, le champ politique devrait être ouvert, dynamique, c'est-à-dire que toute l'année, avec ou sans échéance. Bon, lorsque une session extraordinaire est convoquée à l'Assemblée nationale, à ce moment, on sent qu'il y a une opposition. En dehors de ça, on ne les voit pas. Donc, c'est pas dans l'urgence là qu'on devrait se dire, mettons-nous ensemble et défendons sinon. Je crois que ça devrait être un travail de longue haleine, un travail très bien fait et pensé, beaucoup plus pensé, et on aura une coordination efficace. Donc selon vous, l'opposition n'est pas efficace au Cameroun? Elle se bat, ça dit qu'on trouve des partis isolés,
Moi, j'ai beau de RDPC. Hier encore, j'ai envoyé, n'est-ce pas, des félicitations à une dame de l'opposition, la députée de l'UDC. Oui. J'ai fait un constat. Voilà, Madame Tomaino Njoya. Oui. J'ai fait une analyse, c'est-à-dire qu'avec ces militants, nous les rencontrons sur des plateaux. Ils sont pas toujours à l'invective. Oui. Ils apportent des solutions à leur manière. Ils font des choses à leur manière. Lorsqu'on voit de quelle façon la ville de Fumban est gérée, madame, elle est là, elle fait parler d'elle. Il y a une présence. On ne la cherche pas. La ville de Fumban, elle est propre aujourd'hui. C'est pas pour elle, c'est pas pour Fumban, c'est pour le Cameroun. Elle a des entreprises qu'elle mène à bien. J'ai vu la torréfication du café chez elle, avec dégustation. C'est pas pour elle, c'est pour le Cameroun. Ils sont des Camerounais pour l'emploi. Alors je me suis dit, si l'opposition pouvait souvent laisser libre cours à des actions républicains comme cela, que de passer le temps à gueuler, de façon à insulter, à invectiver, parce que c'est pas la politique. Quand on insulte, c'est déjà dans autre chose qu'on fait, et je crois que ça évoluerait bien. Donc simplement, là-bas, le parti reste départemental. Si elle pouvait avoir un rayonnement national, ce qui est difficile aussi, je crois que ce serait mieux, elle serait bien partie. Alors c'est un exemple quand même là pour l'opposition. Je crois qu'on ne devrait pas avoir honte d'imiter le bon exemple. D'accord. Et que pensez-vous du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun? C'est un parti qui a fait foule au début. Et c'est un parti qui a démarré sur des chapeaux de roue. Un parti qui a regorgé de beaucoup d'intellectuels et qui, moi, ma foi, me faisait réfléchir un peu. Mais au fil des ans, on a réalisé que c'était une mastodonte de mer à la coquille vide. La preuve, lorsque les intellectuels, les vrais, de ce parti s'en sont rendus compte, on a vu un schisme. La plupart sont partis aujourd'hui et c'était un peu quelque chose que j'avais prévu sur un média opposé. Quelqu'un qui me parlait de ce parti, je lui ai dit non. Dans sous peu, au vu de la lecture que je fais depuis un certain temps par rapport à certains faits, je crois que ce parti risquerait de voler en éclat parce que les hommes intelligents et charismatiques ne pourraient pas souffrir, n'est-ce pas, de côtoyer le caniveau et la gadou constamment. Je crois qu'ils partiront. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire me donne raison, parce que lorsqu'on voit leur leader, qui n'est pas un monsieur négligeable, mais voyons un peu qui l'entoure encore aujourd'hui. Là, on parle du professeur Maurice Kamto. Oui, je crois que ça n'en vaut plus la peine. C'est un brillant professeur, un brillant intellectuel, mais je crois qu'en politique, il n'a pas sa place. D'accord, il n'a pas sa place. Mais aujourd'hui, on voit quand même les membres de la BAS, ceux appelés Brigade Anti-Sardinat, qui ont commis des exactions, genre ils ont cassé des ambassades, ils ont interdit aux artistes de prester dans quelques pays en Europe. Aujourd'hui, que pensez-vous des réclamations de la BAS? Non, écoutez, vous savez, c'est pas facile. On a quand même besoin, n'est-ce pas, qu'on soit une institution. Bon, peut-être un parti politique pour qu'on en parle. Vous voulez que je parle la base? C'est qui la base? C'est des gens sans visage, je voudrais dire quelque part des bandits de grand chemin. Je ne sais pas en quelle qualité ils peuvent s'octroyer tout l'espace Schengen comme étant le leur, pendant que nous savons qu'ils sont Camerounais. S'ils y sont, ça veut dire que tout Camerounais est libre de faire ses voyages, aller et venir. Donc vraiment, je serais très mal à l'aise sur ce plateau de dire quoi que ce soit sur une équipe sans visage. D'accord. Vous peut-être vous voulez pas parler de la base, mais on va continuer avec justement quelques questions. Que pensez-vous des restrictions de l'ENS, l'école nationale, de l'école normale supérieure, où aujourd'hui on parle de la non-intégration dans les prochaines années des étudiants, des professeurs? Non, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus pour la simple raison que la dernière véritable communication que j'ai, c'est celle du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui a fait une descente, n'est-ce pas, à l'école, dans les écoles normales, où il disait qu'une fois à la sortie, avant la sortie de l'école, les étudiants seraient déjà matriculés et puis la prise en charge serait déjà en route, un peu comme cela se passe du côté de l'ENAM aujourd'hui. Bon, on n'a même pas fini de digérer ça encore qu'on nous sert une autre version, alors on ne sait pas très bien à quel point se vouer. Donc moi j'attends la communication gouvernementale pour comprendre et pouvoir en parler. Alors aujourd'hui, on parle toujours, restons dans le domaine de l'éducation, on va parler aujourd'hui des jeunes filles. On parle, le MINISEC par exemple, qui a commis un communiqué, notamment qui parlait des jeunes filles qui, bon, étant enceintes, pourraient continuer leurs études, terminer leur cycle scolaire. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision selon votre regard? Il y a dans cette histoire le temps et le contexte qui interviennent un peu. En d'autres temps, ce serait une initiative à saluer. C'est-à-dire que de ne plus invectiver la jeune fille qui a fait un faux pas, de l'encadrer et de permettre qu'elle suive normalement son cursus scolaire. Mais aujourd'hui, avec ce que notre jeunesse nous sert, avec ce que nous voyons, j'ai dit, je crains là qu'on ait mis le pied sur l'accélérateur.
Je crois qu'on a ouvert la porte à la débauche. Parce que là, ça reste une forme de compétition entre enseignantes et enseignés. Oui. N'est-ce pas, dans la salle de classe, chacune qui traîne son gros ventre. Alors il y a confusion, on ne sait même plus qui va où et qui fait quoi, qui est qui. Donc je crois quand même qu'on aurait dû tenir compte du contexte. Parce que depuis un certain temps... Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette note du MINISEC? En d'autres temps, oui. Mais aujourd'hui, là, je crois qu'on aurait dû attendre. Parce que nous avons une jeunesse à recadrer. Il y a des élèves du côté des Kribi qui ont fait l'objet d'emprisonnement à cause, n'est-ce pas, des mœurs en milieu scolaire. Et ce sont ces mœurs-là que nous observons un peu au niveau de l'échiquier national. Alors, je crains que dans le contexte actuel, ça nous donne autre chose que ce que Madame la ministre voudrait plutôt implémenter, l'encadrement de la jeune fille en milieu scolaire. Alors c'est vrai qu'on va rester toujours dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui on parle de dérives dans les réseaux sociaux, on parle de dérives des jeunes filles. Aujourd'hui ça donne même des jeunes garçons à des vidéos un peu, ils présentent leurs parties intimes. Aujourd'hui ils sont un peu obnubilés peut-être par ce qu'ils voient à la télé, dans les médias et peut-être dans les téléréalités. Que pensez-vous justement de cette attirance, de cette attraction pour la jeunesse, pour les mœurs qui viennent d'un autre côté de l'Occident? Peut-être on parle aujourd'hui du monde comme un village planétaire. Est-ce que c'est donc ça l'éducation que peut-être nous allons laisser à nos enfants, et peut-être cette ouverture d'esprit, parce qu'on parle aussi d'éducation et peut-être on parle aussi de pouvoir laisser la jeunesse s'exprimer. Est-ce qu'il faudrait forcément laisser les jeunes s'embrigader dans ce genre de pratique aujourd'hui? Je crois que nous les parents, nous aurions dû anticiper. Vous savez, quand on parle de mondialisation, c'est la mondialisation de tout et pour tout. Donc il y a le côté obscur de la mondialisation qui est celui-là. Les réseaux sociaux qui nous servent tout, qui apportent tout. Donc, je crois que tous les jeunes quand même ne se livrent pas à cela. Il y en a qui ont été moulés, il y en a qui ont été moulés, n'est-ce pas, à bonne éducation dans leurs cocons familiaux, qui restent encore sur leur garde, qui ne se laissent pas aller. Mais nous réalisons quand même qu'il y a une frange de la jeunesse qui se laisse aller à cela. Je dis tout part d'abord de la maison, de l'éducation qu'on reçoit, de ce que nous partageons avec nos parents, de la manière dont les parents vivent. Vous savez, nos enfants ne sont que notre reflet. Ils sortent du monde qui est nous. Alors, notre enfant n'est que nous qu'on aperçoit publiquement. Alors, qu'est-ce que nous faisons nous à la maison? Quel est notre comportement? Quelle est la manière de vivre que nous-mêmes, les parents d'abord, nous avons vis-à-vis de nos enfants? Et qu'est-ce que nous leur apportons comme exemple? C'est la question qu'il fallait poser. C'est pourquoi j'estime qu'il fallait anticiper sur le plan parental. Mais maintenant, de l'autre côté, les pouvoirs publics ont fait le travail qui était le leur en mettant en place une structure telle que l'antique qui devrait, n'est-ce pas, veiller à un nombre de choses. Bon, je crois que ça arrive un peu tardivement au moment où les enfants ont déjà pris des habitudes, au moment où ils sont déjà abonnés à certains sites, au moment où ils font n'importe quoi. Mais les pouvoirs publics devraient maintenant, au-delà de ce qu'ils ont commencé à faire de l'antique, essayer, n'est-ce pas, de recadrer le Facebook qui se voit chez nous au Cameroun, parce qu'on en a la latitude. On parle de recadrer peut-être les parents, les enfants aussi, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une solution concrète, notamment concernant les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de fact-checking aujourd'hui, des fake news entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas une solution péremptoire pour essayer d'amener justement cette jeunesse à pouvoir se réinventer peut-être quelque part? Parce que là, on est quand même embrigadé, on est victime déjà de nos comportements aussi, il faut l'avouer. Parce qu'en Europe, en Occident, on parle de liberté d'expression, et notamment chez la jeune fille, les adolescents et même les préadolescents, parce qu'on l'a remarqué aussi, c'est vrai que je vais essayer d'entamer peut-être un petit développement. On voit des jeunes enfants aujourd'hui qui, après une dispute avec les parents, appellent le service social déjà pour signaler que voilà, j'ai été violenté par mes parents, et puis on vous enlève l'enfant. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi trop plein de liberté qui a amené à justement ce genre de dérive? Et tout à fait, nous devons recadrer, n'est-ce pas, notre constitution. Vous savez, chaque État est souverain et devrait jouir d'une certaine autonomie. Nous ne sommes pas habitués à voir des enfants qui apportent une réplique lorsque le parent gronde ou que le parent administre une fessée. Nous savions que l'enfant est l'enfant du parent avant d'être l'enfant de l'État. Nous avons grandi avec la chicotte. Bien au contraire, ça nous a fait beaucoup de bien. Il nous était difficile. C'est-à-dire que même lorsque nous... Non, mais c'est interdit maintenant de porter la main sur... Oui, justement, c'est pas bon du tout. Nous, à notre époque, même lorsque je ne voulais pas faire une commission, même lorsque j'étais fâchée, j'avais peur que mon parent réalise que j'ai froncé le visage, je ne suis pas contente. Donc, je faisais semblant devant eux, même si une fois que j'étais partie, j'allais serrer le visage et je maugréais, mais c'était bien loin d'eux. Donc, nous voulons aujourd'hui encore que le parent soit celui-là. C'est-à-dire que celui qui a une certaine ascendance sur son rejeton, le parent respecte, le parent craint. Mais malheureusement, c'est plus ça. Et même au niveau de l'éducation, tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, rendre l'enseignant mystérieux,
mystique est partie. Oui. C'est-à-dire que l'enfant aujourd'hui se sent à l'égal, n'est-ce pas, de l'enseignant. Et nous-mêmes, les parents, nous sommes responsables quelque part. Lorsque vous donnez à votre enfant 10 000 francs la semaine, oui. c'est pour qu'il en fasse quoi? Lorsque l'enfant peut se retrouver dans sa chambre, une unicité, le niveau 1, niveau de l'université avec 80 millions, c'est pour en faire quoi? Alors, on apprend aujourd'hui à l'enfant à acheter les notes. Il n'a pas le niveau d'âge depuis le CPE, le CEP comme on dit déjà, oui. le BPC, le portable. Nous achetons, il le sait. Parce que c'est l'un de demain que vous êtes en train de former. Il le sait. Il ne se gêne pas trop. Il y a un tout camarade, mon père va s'en occuper. Ma mère va faire. Ma mère connaît quelqu'un qui va. Bon, voilà. C'est ce type de citoyens que nous fabriquons. Et ça date. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui ne vivent que de cette manière-là. Nous trouvons donc des parents aujourd'hui qui ont de la peine à recadrer. Et même vous-même qui êtes la sœur de quelqu'un, oui. ou la sœur de quelqu'un, vous n'êtes plus libre de gronder votre neveu. Oui. Vous n'êtes même plus libre d'arriver chez lui, de prendre une chicotte, de fesser l'enfant. Et de... Non, non, non. C'est votre frère lui-même qui se fâche en premier. Non, je n'aime pas qu'on tape sur mes enfants comme ça. Quand il y a un problème, il faut qu'on me voie. Vous voyez, la société, elle tombe en déliquescence. Nous n'arrivons plus. Parce que déjà entre frères, du fait, n'est-ce pas, de l'éducation, l'instruction que nous avons reçue, du fait du pouvoir financier, il y a des écarts qui se créent. Il y a un apartheid familial que nous vivons. Donc, conclusion, ça interfère sur les enfants et la famille est ainsi disloquée. Nous assistons à l'éclatement de la cellule familiale. Conclusion, à l'extérieur, ce n'est que la suite. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour changer cette jeunesse? Est-ce que vous avez une solution? Non, moi je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'abord d'une éducation de masse. Revenons aux fondamentaux. Éduquons les masses à travers les médias, beaucoup plus le média gouvernemental, qui devrait aujourd'hui à des heures précises implémenter, n'est-ce pas, par les pouvoirs publics, parce que ce sont elles un peu, ce sont eux un peu qui donnent la mesure, qu'on essaye encore de montrer le b.a.-ba de ce que le citoyen modèle, le citoyen camerounais devrait être. Nous en avons véritablement besoin. Et je crois qu'à travers cette éducation de masse, les parents eux-mêmes humblement se remettront à l'école et nous aurons une jeunesse qui suivra. Alors, on va pas quand même... je dis que je vais toujours en parler à chaque fois, jusqu'à ce que peut-être la situation puisse changer. On parle aujourd'hui des enfants, restons dans le domaine de l'éducation, qui parlent des influenceuses, notamment les jeunes filles dans les réseaux sociaux. On a eu le cas de scatophilie il y a quelques semaines déjà. Que pensez-vous justement de ces nouveaux influenceurs qui, quelque part, font aussi partie de ces personnes qui mènent la jeunesse à la dérive? Plusieurs fois dans le message à la nation, le chef de l'État a parlé des anti-modèles. Il a demandé de se méfier des anti-modèles. Dieu seul sait qu'il y en a plein. Au-delà des influenceuses, nous avons des aînés adultes qui mènent des vies très peu orthodoxes et qui en viennent à être enviés par la jeunesse parce que ces individus roulent carrosse. Donc faisons attention, mettons nos enfants à l'abri de ça. Je vous dis, tout passe par l'éducation. Je vais prendre le cas de ma propre fille qui m'a dit un jour, parce que bon, je vais citer personne, il y a des filles qui font le buzz dans la capitale, qui m'a dit, mais maman, finalement, tu ne crois pas que je sois un peu en retard? Je lui dis pourquoi. Elle me dit voilà, j'ai 26 ans révolus et je réalise qu'il y a des filles de mon âge qui roulent déjà dans des grosses voitures. Elles ont un chez elles. Et moi, vraiment, ça me frustre parfois. Je lui ai dit qu'est-ce qu'elles font dans la vie concrètement. Voilà. Elle me dit enfin, pour la plupart, elles font les affaires. Je lui ai dit et toi, tu fais quoi? Elle me dit je suis étudiante. J'ai dit mais toi, tu es étudiante. Retiens qu'un étudiant n'a jamais été riche. Tous les étudiants de la planète sont pauvres. Le mot étudiant ne rime pas avec embourgeoisement. Alors, vas-y à l'école. Tu fais à quel niveau déjà? Elle me dit. Il dit, bon, tu as fini à la fac. Aujourd'hui, tu es dans une école de formation. Dans sous peu, quand tu voudras, tu rouleras toi-même aussi dans les grandes voitures avant 30 ans. Donc, moi, je ne pense pas qu'il fallait admirer quelqu'un qui est dans une grande voiture, qui a un très bel appartement, qui vient d'ouvrir, n'est-ce pas, une boutique dernier cri, alors qu'en dans le fond, elle ne fait rien. Dans le fond, elle n'a aucune base. Toi, tu pourras dire demain, je suis expert comptable. Et tu seras admiré d'abord des tiens, admiré de la société et admiré de tes clients qui viendront dans ton cabinet, n'est-ce pas, solliciter tes services. Mais elle, quel type de services on sollicite là-bas? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis la plupart du temps, dans les services, il y a des services aussi qui sont sollicités là-bas. Pour ne pas de la société, ce sont des services liés aux mœurs. Elle m'a regardé, je lui dis oui. Alors tu restes tranquille. Bon, moi j'ai oublié notre conversation, le temps passe. Maintenant que porte à sort, elle, moi je te mets pas au courant. Elle revient des cours, elle dépose son sac, elle dit maman, j'ai dit quoi? Elle dit c'est très grave. J'ai dit il y a quoi? Elle dit tu as du temps? J'ai dit oui, je me suis assise. Est-ce que tu sais que
des filles partent à Dubaï et on parle des influenceuses. Et je dis, oh, ben, ça tombe bien, permets que je t'arrête d'abord. Tu te souviens quand aussi tu m'avais dit, maman j'ai compris, voilà. Maman j'ai compris. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que l'éducation, la causette avec les enfants. La communication, la causette c'est ça, il faut causer avec vos enfants. Ouais. Alors quand vous avez des enfants comme des étrangers dans la maison, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils causent plutôt avec la femme de ménage, ils causent plutôt avec des voisines ou leurs copines. Cela va dans tous les sens. Ouais. Mais une conversation franche entre votre progéniture et vous sauve les enfants de la dérive. Oui, mais c'est mieux de le souligner ici à la télé parce qu'aujourd'hui on voit des enfants, comme par exemple, j'ai reçu une dame, elle m'a dit, j'ai du mal à communiquer avec mes enfants, notamment concernant la sexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, il y a certaines causeries qui sont peut-être plus à même de pouvoir être ouvertes et d'autres fermées? Qu'est-ce qui fait que peut-être certains enfants n'arrivent pas à communiquer avec les parents? Non, tout à fait, parce que cela part de la base. Moi-même au début, quand ma fille était toute petite, je lui disais, si quelqu'un touche à tes pipis, tu le gifles. Tu as compris? Et s'il te tape, n'hésite pas à crier. Oui. Et on a évolué comme ça. Une nuit, elle s'est couchée avec les vêtements du jour. Oui. Alors, je la retourne parce que je la change pour lui mettre ses vêtements de nuit. Et puis, subitement, elle me lâche un soufflet. Je dis, mais comment? Pourquoi tu tapes sur moi? Elle m'a dit, mais tu m'avais dit que c'est quelqu'un touche à mes pipis. Et vraiment, j'ai ramassé un soufflet. C'est pour vous dire que cela part de la base. Bon. Et comment est-ce que vous voulez? Il y a aussi une question d'approche. Oui. Comment est-ce que vous approchez les enfants et comment est-ce que vous en parlez? Vous savez, beaucoup ont hérité de l'éducation que nous autres, nous avons eue, où avec nos parents, c'était tabou. Alors, je crois qu'il est temps pour nous aujourd'hui de briser les tabous, d'amener nos enfants. Il faut pouvoir les amener à converser, pas de manière brutale, pas de façon brute, mais à travers des petites conversations. Et même votre fils, qui est déjà adolescent, il m'a dit que, mais mon ami, écoute, mais en classe là-bas, toi, ça dit qu'avoir des petites confidences, et vous finirez par savoir qu'il a une petite amie, et vous finirez par savoir s'il s'intéresse plutôt aux filles qu'aux garçons. Alors, lorsque vous causez avec eux, vous réalisez que lorsque vous abordez certains sujets, ils sont mal à l'aise, cherchez à comprendre maintenant ce qui se passe. Tout est dans la manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont beaucoup plus axés dans le domaine peut-être du travail et qui vont, la mère va au travail, le père va au travail. Donc, à un moment donné, quand les deux parents rentrent à la maison le soir, ils sont peut-être fatigués. Alors là, comment on gère justement ce genre de situation? Non, mais écoutez, moi je suis fille de fonctionnaire. Hein. Mes deux parents sont fonctionnaires à la retraite. Ils allaient tous au boulot, moi j'allais à l'école. Ça n'a aucunement empêché que je reçoive de ce que j'ai reçu. On a toujours du temps pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui, madame. On vous voit sur tous les plateaux, très active en politique, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier? Je lui ai dit, la politique, je la fais depuis que je suis adolescente. J'ai fini par oublier que je la faisais. Elle fait partie intégrante de moi. Donc tous les jours, ça dit que je suis toujours appelé, soit être interpellé par un journaliste, ou être appelé à aller faire ceci dans ma base, ou je fais ça comme ça dit que c'est devenu une habitude, c'est une partie de moi. Donc c'est pour vous dire que l'éducation de vos enfants est une partie de vous. Même étant au bureau, mais appelez à la maison. Chercher à savoir qui est déjà rentré là-bas, tu as fait comment, on a pris qui n'est pas encore là, mais tu es là, pourquoi est-ce que l'autre n'est pas là? Quand vos enfants savent que vous prenez de leurs nouvelles, qu'ils soient à l'école ou à la maison, peu importe où ils sont allés, je crois qu'ils apprendront à se tenir. D'accord, ça c'est un conseil qui a été donné par Madame Michel Ducou, mais on espère que les parents aujourd'hui pourront essayer de revoir leur planning, notamment concernant l'éducation de leurs enfants. On va rester toujours dans ce même volet peut-être, mais on va parler plus des femmes, des violences basées sur le genre qu'on appelle VBG. Alors hier, il y a eu un communiqué qui est sorti, la peine de mort pour le pasteur Peter Nwachukwu, qui a 54 ans, le veuf de la chantre Ozinachi, qui est décédé justement des coups de son mari parce qu'elle était une femme battue qui s'est tue durant plusieurs années, qui n'a pas voulu que ses amis, sa famille puissent intervenir, notamment face aux violences qu'elle subissait. Elle a laissé 4 enfants et puis il y a eu 23 chefs d'accusation contre ce monsieur qui a été condamné à la peine de mort. Le pasteur a été condamné à la peine de mort au Nigeria. Alors aujourd'hui, on parle de violences basées sur le genre. Est-ce que selon vous, les femmes se taisent par dépit ou bien se taisent parce qu'elles ont peur de quitter leur foyer? Je commence par dire que c'est déplorable venant d'un ministre du culte. Nous savons qu'ils sont là pour l'éveil de conscience, ils sont là pour recadrer, n'est-ce pas, les dérives sociales. Et nous sommes dans une société assez misogyne. Et cette société ne fait pas la part belle aux femmes. Généralement, se marier pour une femme, c'est gagner un pari. Vous n'avez qu'à voir, lorsque les cortèges passent, par là encore, par là encore, on a comme l'impression que lorsqu'elle convole en juste noces,
elle vient de remporter le jackpot. Et même dans une famille, lorsque toutes les filles se marient et que vous ne vous mariez pas, le regard familial même commence à devenir inquisiteur sur votre personne. Il y a toujours des petites allusions. Mais toi, c'est comment? Tu te maries pas, toi, c'est comment? Personne ne s'intéresse à toi et on entreprend de frustrer la jeune fille. Parfois, c'est la maman même qui vous appelle très tôt le matin. Ah, je voudrais te parler, je ne sais pas. Tu es toujours là. Est-ce qu'il y a personne qui s'intéresse à toi? Est-ce que je n'ai pas trouvé que je cherche? Non, 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 non. La femme n'a pas à être exigeante, hein. Tu sais, c'est une femme qui regarde son homme, c'est une femme qui fait de son homme ce qu'il doit être. Bref, on vous affuble de tout type de conseils, aussi absurdes les uns que les autres. Et la femme d'aujourd'hui a compris que pour être véritablement femme, il faut être dans un foyer. Et lorsque celle-là en vient maintenant à se marier, il faut qu'elle reste à tous les prix. Maintenant, ça devient comme une affaire, un autre défi, un autre challenge. Il faut rester dans le ménage. Même lorsqu'on est brimé, on a peur du regard social, on n'ose pas se plaindre de peur qu'on dise qu'on a fait un mauvais mariage. Et même lorsque ça ne va pas, on a peur. Alors là, vraiment, c'est la peur noire de la dame de pouvoir quitter son ménage et aller s'exprimer autrement ailleurs. On a comme l'impression que c'est un crime de lèse-majesté pour soi-même d'abord et un épais crachat pour sa famille. Conclusion, la femme est appelée à souffrir n'importe quoi. La plupart restent sous le fallacieux prétexte. Non, non, je suis là pour mes enfants. Non, c'est du mensonge. Même en dehors de la maison, vous pouvez interférer dans l'éducation de vos enfants. À partir du moment où vous avez un certain pouvoir d'achat, mais même à l'école, rencontrez vos enfants si votre époux ne veut pas que vous les approchiez. On a toujours des façons de voir nos enfants et des façons de leur venir en aide. Donc, je crois qu'il est temps quand même que notre société, un peu trop misogyne, lâche du lest. Qu'on considère la femme comme un être humain à part entière qui a des droits. Et vous voyez, les droits de la femme, nous nous battons, parce qu'on va peut-être pas l'ONG maintenant, nous nous battons, n'est-ce pas, pour les droits de la femme depuis la nuit des temps. Moi, j'ai grandi déjà en militant dans les droits de la femme. Nous ne sommes pas féministes, non. Nous sommes pour une société égalitaire, mais où nous devons souvent reconnaître que le monsieur est le maître de la maison. Mais il ne faudrait pas rester dans un ménage à tous les prix. Et nous voulons aujourd'hui que la femme puisse s'autonomiser. Et parce que la plupart du temps aussi, c'est la fuite de la misère. On se dit, voilà, je suis dans une maison où on me donne tout, où je roule carrosse, et j'ai un homme qui raisonne bien, mais si je pars d'ici, je ne serai plus rien. Alors on se bat pour l'autonomisation de la femme. Lorsque la femme est autonome, elle n'a plus rien à foutre du regard social, elle ne s'intéresse plus aux avoirs matériels qu'elle pourrait avoir à perdre dans son milieu marital. Bien au contraire, son problème maintenant, c'est de tenir la vie comme une encre sûre, se lever, n'est-ce pas, de son siège, s'exprimer vis-à-vis de la société, démontrer ce qu'on est, imposer le respect, n'est-ce pas, de sa personne. Moi, je crois que c'est ça un peu le challenge de la femme aujourd'hui, qu'elle se réapproprie ses droits que la société et le droit international lui a déjà offert. Donc, ne plus rester dans un ménage à tous les prix, de peur qu'on nous dise que, dites à votre fille qu'il peut arriver que demain vous ne soyez l'épouse de personne. Allez-y à l'école, autonomisez-vous, afin de pouvoir jouir, n'est-ce pas, d'un rayonnement social lorsque vous serez une femme remplie. Aujourd'hui, on parle justement avec vous, on va parler de l'ONG tout à l'heure, mais aujourd'hui, on voit des femmes qui, à tout prix, comme on l'a souligné dans les 23 chefs d'accusation, homicide volontaire, séquestration, violence émotionnelle, verbale et psychologique, contrainte à mendier, il a battu ses enfants et enregistré leurs cris, puis diffusé par téléphone. On a tous ces chefs d'accusation. La femme était bien au courant de tout ça. Elle vivait justement cette séquestration et ses coups, mais elle ne disait rien. Pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là, à se taire pour ne pas se protéger même de sa propre vie? Il y a parfois des traumatismes. Le monsieur vous a tellement traumatisé. J'avais un voisin qui avait coutume à dire à sa femme, si tu essaies de sortir ici, même là dehors, je te rendrai la vie impossible. Il y en a qui se murent, n'est-ce pas, dans la peur. Elles ont peur de partir, de peur de subir les sévices, n'est-ce pas, de leur bourreau. Il y en a d'autres maintenant qui subissent, n'est-ce pas, qui sont victimes du syndrome de Stockholm. Elles finissent par tomber éperdument amoureuses de leur bourreau. C'est même lorsqu'il n'y a pas tous ces cris et ces coups à la maison que finalement ça ne marche pas. Et c'est comme ça tous les jours jusqu'à ce qu'elles laissent leur vie. Il y en a d'autres qui ont peur simplement du regard social, comme je le disais tout à l'heure. Donc elles passent toute une vie à feindre, elles passent toute une vie à jouer un rôle. Malheureusement, c'est toujours au péril de sa vie. Ah oui. Alors, on va prendre justement une autre question. Aujourd'hui, on parle du patrimoine camerounais. On parle de la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, il y a une exposition qui est branlée en France sur la route des chefferies. On voit le Cameroun qui est exposé justement qui sera exposé durant plusieurs mois au musée Quai Branly. Et on va parler des 3 aires culturelles du Cameroun, les Grassfields, l'extrême nord. Voilà, on parle des Sahéliens, des Bantous, entre autres. Est-ce que vous êtes pour justement cette démarcation de nos cultures
culture à l'extérieur du pays? Parce que déjà ici au pays, peut-être on n'en parle pas beaucoup. Il y a même des enfants qui ne sont jamais allés dans plusieurs régions au Cameroun. Bon, moi c'est différent, j'ai déjà pratiquement fait toutes les 10 régions. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'aller à l'extérieur pour découvrir quelle est son identité quelque part, que de le découvrir aussi sur place au Cameroun? Non, vous voyez, je crois que c'est une mauvaise information. Le Cameroun vend sa culture. Oui. Nous avons le FENAC du côté de Douala constamment, nous avons le FESPACO ici, qui constamment également prime ses enfants, prime ses lauréats. Donc la culture se vend. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Un État et dynamique se fait connaître d'abord par sa culture. Vous savez qu'on dit, on a coutume de dire, il y a une maxime célèbre qui dit que seule la culture reste lorsque l'on a tout perdu. Et c'est ça l'expression, c'est ça l'identité même d'une communauté, la culture. Alors, lorsqu'on arrive en Occident, nous sommes Camerounais, c'est vrai, on devient un, mais dans cette diversité, il y a ce que nous appelons l'unité. Oui. Alors, dans cette unité, on parle, n'est-ce pas, de la culture camerounaise, mais lorsque vous arrivez, vous trouvez les Grassfield, vous trouvez le Sawalan, vous trouvez les Kambeti très bien représentés. Oui. Vraiment, c'est quelque chose à magnifier. Oui. Il faudrait le saluer. Mais pourquoi ça se seulement fait à l'extérieur par rapport au Cameroun? Parce qu'il y a des jeunes enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas ces 3 aires culturelles. Non, mais écoutez, c'est aux parents de le faire encore. Je dis c'est la mauvaise information. Allez au ministère de la culture, au ministère du tourisme, voilà. Il y a les colonies de vacances qui se font encore jusqu'à présent. Oui, allez-y, renseignez-vous de ce côté-là. Si on vous dit cette année les enfants partent à l'ouest, inscrivez les enfants. Si c'est à l'est, inscrivez les enfants, voilà, Damawa. La culture camerounaise se vend. Non, simplement, le bémol, c'est quoi? J'ai toujours coutume à dire, lorsqu'on est un pays à revenus faibles, c'est difficile de demander également aussi de frapper des grands coups. Dans notre culture, nous la vendons autant que nous le pouvons. Et il faudrait souvent une synergie aussi des ministères. Depuis une certaine période, on le voyait. Lorsque les Lions Indomptables allaient assister, n'est-ce pas, à un championnat continental, il y a toujours le ballet national qui l'y a précédé avec l'art culinaire, qui sont des éléments culturels. Bon, le Cameroun vend sa culture. Simplement que c'est de faible amplitude, au vu également de nos moyens. Mais sinon, nous avons une diaspora assez dynamique aujourd'hui, au-delà de celle que vous vouliez, celle que vous ne voulez pas citer sur le plateau. Nous avons une diaspora dynamique, la rue des chefferies. J'avais d'ailleurs été invité, mais malheureusement, j'ai pas pu faire le déplacement. Vraiment, ça a été quelque chose de magnifique. Et vous allez réaliser que juste après cela, Madame Ségolène Royal arrive au Cameroun par le réseau, n'est-ce pas, des femmes chefs coutumières de l'Ouest. Mais elle arrive au Cameroun juste après ça. C'est vous dire que cette exposition n'était pas tombée dans les oreilles de sourds. Elle a été vue, elle a été saluée par l'Occident. Et tout de suite, la destination Cameroun est devenue alléchante. Madame Ségolène s'est déportée vers ici. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de remous parce qu'il y a beaucoup d'hommes de culture qui n'ont pas accepté le fait que peut-être on exporte la culture camerounaise à l'extérieur, mais ici elle ne se fait pas réellement découvrir. Voilà, c'était notre débat. On va prendre maintenant, c'est vrai qu'on a parlé des dérives sur les réseaux sociaux. Parlons un peu des professeurs. C'est vrai que vous êtes proche des professeurs. Que pensez-vous du mouvement OTS qui a été justement... Ce mouvement OTS, c'est vrai que je l'ai observé de loin. Nous sommes proches parce que je suis du ministère des enseignements secondaires, j'ai été contractualisé là-bas. Les revendications étaient des revendications fondées. Et je crois que tel que j'ai vu le gouvernement se comporter, la plupart des résolutions prises ont suivi. Parce que je suis dans l'un des forats. Non, c'est un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, dans lequel certains disaient, bon, si quelqu'un ici a eu à palper, c'était l'expression, quelqu'un a palpé un truc, qui nous disent. J'ai vu quand même des gens se manifester, dire que ça s'est arrangé, ça a été bon, ça a été bon. Alors, la seule différence qu'ici, nous butons à un problème d'impatience. Vous savez, c'est un ministère assez sensible. Lorsque l'on dit qu'on va rétablir, par exemple, les arriérés de salaire, retenez que pour qu'on rétablisse les arriérés de salaire, vous avez besoin de produire d'abord un dossier. Dans ce dossier, il faut qu'on s'assure qu'effectivement, vous êtes en activité et que vous avez droit à ce que vous revendiquez. Donc, le temps que le dossier aboutisse, vous voyez, ça fait un mois et demi, il faut faire montre de patience. Bon, lorsqu'on dit par exemple qu'on va prendre certains enseignants en charge, ceux qui n'avaient pas encore de solde, c'est toujours notre étude de dossier. Lorsque les dossiers sont arrivés, vous allez voir que ceux-ci tout de suite, le mois qui suivait, ont perçu leur premier salaire. Et lorsqu'on dit par exemple qu'il y a un problème d'avancement, de replacement, non, là c'est automatique. Parce que vous êtes déjà en activité. L'ordre a été donné par la fonction publique, ça arrive aux finances, non, c'est une affaire de machine. Tout de suite à la fin du mois, vous réalisez que vous avez été reclassé, vous réalisez que vous avez été avancé.
Alors, je crois que c'est une question de temps. Et le chef de l'État, lorsqu'il s'est adressé aux enseignants, il leur avait dit que cela se fera d'abord dans les 3 mois et ce sera maintenant progressif jusqu'à 2023, je crois. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand lot, c'est le plus gros lot de fonctionnaires au Cameroun. Donc, dans le traitement, dans la prise en charge des dossiers, il fallait le faire. Il y a donc eu une forme d'impatience et je crois que quelque part, les collègues n'ont pas entendu ça comme ça. Vous savez, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous apprenez qu'enfin, ça va aboutir 1 mois, rien ne vient, vous dites, mais c'est encore en train de recommencer. Je crois simplement que les collègues devaient faire montre d'un peu de patience et tout rentrera dans l'ordre. Et il y a un dicton, un jargon populaire au Cameroun qui dit « l'argent d'un gobe ne se perd jamais » et l'argent est sucré tous les jours. L'argent viendra une fois que ce sera là. Je crois que l'argent ne se perd jamais, l'argent est sucré tous les jours. Oui, je crois que leur problème à eux, c'est l'insolvabilité au niveau de leurs créanciers. Mais le mot de grève a quand même été stoppé. Il a été stoppé. Moi, je crois que les résultats ont été pris. Et puis, madame la mise en enseignement secondaire, il faut féliciter. Ça dit qu'elle s'est mise du côté de ses enseignants, de ses collaborateurs enseignants. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a tenu un discours qu'il fallait tenir et je crois qu'elle les a rassurés, d'où leur retour même dans les salles de classe. Oui. Et elle a même, en un temps record, elle se livrée à plusieurs avancements, à plusieurs reclassements signés de sa main. C'est-à-dire qu'en un temps record, qu'elle a cheminé vers la fonction publique. Il ne reste plus qu'à ces heureux récipiendaires, si on peut les appeler ainsi, de rentrer en possession, n'est-ce pas, de leur dire que cela ne reste pas que sur les papiers. Le processus a déjà été engagé. Il a été enclenché. Oui, voilà. Aujourd'hui, on va parler aussi de votre ONG. On sait que vous avez aussi cette casquette. C'est l'ONG Coalition Center for Human Rights and Humanitarian Assistance. Alors, parlez-nous un peu de ça, cette ONG. Voilà, c'est une ONG internationale qui faisait d'abord dans les déplacés de guerre pour les réfugiés et qui, à son sens, estimait qu'il n'y avait pas que eux qui avaient besoin d'assistance. Il fallait également étendre cela aux prisonniers et puis parfois à la jeune fille. Donc on réalise qu'il y a des sinistrés de toute nature. Donc voilà des gens que nous avons inclus là-dedans. Et nous avons des finances, nous avons des partenaires internationaux, nous avons même des partenaires nationaux qui nous aident dans vous travaillez aussi avec le HCR Oui, avec le HCR qui de temps en temps nous travaillons main dans la main avec le HCR. Donc ceci fait que constamment nous sommes sollicités et nous avons commencé à travailler avec efficience pendant la crise de Covid-19 où nous avons pu distribuer des gels hydroalcooliques, nous avons donné les kits sanitaires aux populations déplacées et aux réfugiés. Au-delà de ça, nous sommes allés nous occuper des prisonniers parce qu'à cause du coronavirus, on a eu des contagions dans les prisons. En allant donc donner des kits de coronavirus, nous avons réalisé qu'il y avait certaines prisons qui n'avaient pas de latrines. Donc nous sommes livrés à la construction des latrines pour pouvoir aider les prisonniers à faire leurs besoins biologiques de manière très très décente. Donc voilà ce que nous faisons ici. Il y a quelques temps encore, nous sommes... Et vous êtes basé où exactement? L'ONG en fait est basée à Tico. À Tico? Oui, elle est basée à Tico et la coordination nationale est à Yaoundé. D'accord. Bon, voilà. Donc, nous sommes également dans le cadre, n'est-ce pas, de la récupération des jeunes qui ont pris les armes contre la République, que nous envoyons vers les camps de réinsertion. Voilà, grosso modo. Parce DDR, oui, ces jeunes-là, en fait, sont des gens connus. Ils sont dans la population, dans le nord et au sud-ouest. Donc, nos collaborateurs d'expression anglophone s'en occupent très bien, ils savent qui c'est, ils vont, ils sensibilisent. Et vous avez combien de jeunes à peu près déjà? Vous avez pu recenser combien de jeunes? On a recensé plusieurs jeunes, nous sommes dans la vingtaine déjà. Les jeunes qui ont occupé, qui ont réintégré les camps de réhabilitation, nous sommes dans la vingtaine. Et vous pensez à les réinsérer dans la société, à trouver un boulot? Non, quand ils vont dans les centres de réhabilitation, on les confie à l'État du Cameroun. Parce que là-bas, au-delà, n'est-ce pas, de leur prise en charge psychologique, vous savez, quand on a pris les armes pendant longtemps, on n'est plus toujours le même. Il y a donc une formation qui s'ensuit. Après la formation, l'État les réinsère, n'est-ce pas, socialement. Voilà. Lorsque nous les récupérons, nous les... on espère. Parce qu'aujourd'hui, on trouve justement ces jeunes qui... On se pose la question à savoir, est-ce qu'ils seront réinsérés? Est-ce que vous prenez aussi des jeunes, peut-être centrafricains, des jeunes tchadiens qui viennent, qui sont réfugiés ici au Cameroun, qui viennent d'ailleurs? Parce qu'il y a quelque temps, j'ai vu un documentaire où il y a des jeunes centrafricains qui disaient, au départ, le HCR s'est occupé de nous et puis ils nous ont abandonnés. On a un problème avec les organisations internationales. Le HCR ne produit pas de bénéfices. Le HCR vit des dons. Donc des dons venus des mécènes, des dons venus, n'est-ce pas, des États. À un certain moment, on a réalisé qu'il y a eu une baisse, c'est-à-dire que de devises venues de l'extérieur pour le HCR, qui n'est pas à blâmer. Alors qu'est-ce que nous avons fait?
nous avons amené les populations déplacées à pratiquer l'agriculture dans plusieurs villages. Là où l'accalmie est revenue, on a eu à rencontrer des chefs coutumiers qui ont donné des terres. Donc on aide les populations déplacées à produire elles-mêmes et à pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires avant qu'on leur apportions des sacs de riz, des vêtements et tout ce qu'on a coutume de leur donner avant de pouvoir intervenir au niveau de la scolarité des enfants à la rentrée. Nous le faisons. Bon, au niveau de Yaoundé, là avec l'aide du maire de Yaoundé, nous avons Monsieur Luc, oui, nous avons approché des jeunes que nous avons recensés dans des églises à Itougébé. Ah, dans des églises, d'accord. Oui, ça veut dire que les hommes d'église les ont pris au niveau des Tougébé, ils sont là à longueur de journée. Alors nous avons donc essayé d'approcher ces enfants-là. Et là-dedans, au-delà des anglophones, comme vous dites, il y a des nationalités étrangères. Donc il n'y a pas de discrimination. On s'occupe de tous ces jeunes-là. Alors, comment vous faites pour avoir les fonds? Qui s'en occupe? Qui vous finance? Ça se passe comment? Oui, je disais tantôt que nous avons des partenaires internationaux. Et ici, nous avons commencé également à tendre la main un peu à des organisations internationales basées au Cameroun. Nous avons même des présidents, directeurs généraux de certains groupes que nous avons approchés dans le cadre, n'est-ce pas, des partenariats. Bon, nous attendons toujours des réponses, mais sinon, depuis l'Hexagone quand même, nous ne nous plaignons pas. Nous avons de l'argent qui arrive. Et je vous ai tantôt dit que l'ONG était internationale. Donc, dans l'Afrique australe, donc l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, nous avons également des antennes de ce côté-là. Voilà, lorsque ça arrive, on regarde du côté à urgence. On fait défiler les fonds de ce côté-là lorsqu'on les a. C'est vrai que là, vous avez parlé du nord et du sud-est. Est-ce que vous avez pensé aussi à l'extrême nord avec les déplacés de Boko Haram? Oui, en 2020 décembre, j'étais dans l'extrême nord. Il y a d'abord les déplacés de Boko Haram et nous avons trouvé, lorsque nous allions au secours de ces déplacés de Boko Haram, des sinistrés du Logone qui était sorti de son lit. Voilà, du côté de Beka. Nous avons distribué du riz, des victuailles justement à ces populations-là. Donc nous travaillons avec tout le monde. Et comment faire justement pour recevoir des dons de votre ONG? Pour recevoir les dons de notre ONG, nous avons des numéros de téléphone, nous avons un site internet où des gens peuvent... C'est lequel le site? Peut-être les gens vous suivent. Où des gens peuvent venir vérifier, voir concrètement si nous faisons dans du vrai. Oui, le site c'est lequel? Il faut que je lise. Non, mais vous êtes la coordinatrice quand même. Il arrive, il le visite. J'ai souvent reçu des appels. Et lorsqu'on demande, j'envoie le site. J'envoie le site. Donc, ils visitent, s'ils sont convaincus, ils envoient. Mais sinon, quand même, il y a des partenaires réguliers qui sont installés aux États-Unis et ensuite qui ne dérogent pas à la norme. Il y a également la CAF qui a signé un contrat de partenariat peu avant la Confédération africaine de football, qui elle aussi vient en aide à ces populations sinistrées via notre ONG. Ah, ça veut dire que c'est du sérieux alors? Oui. Ok, d'accord. Donc si aujourd'hui il y a des jeunes sinistrés qui vous regardent peut-être actuellement, ils peuvent arriver à l'ONG. C'est vrai que ça se trouve à Tchiko, ici à Yaoundé, ça se trouve où? À Yaoundé, c'est au niveau des Tougébé. Et Tougébé, ok. À quel niveau est Tougébé? Et Tougébé et puis Terre Rouge. C'est assez compliqué quand même. Bon, si je crois que le contact téléphonique serait mieux. S'ils ont des problèmes, qu'ils les appellent, on étudie leur situation, on essaie de résoudre leurs problèmes selon les moyens disponibles. Bon, on sait que vous êtes internationaliste et on ne va pas partir d'ici sans parler de la crise en Ukraine et de la Russie. Alors aujourd'hui, on parle de 8000 prisonniers dans le Donbass ukrainien qui ont été capturés. Que pensez-vous de ce conflit déjà qui fait parler de lui et qui, le monde entier même déjà subit cette petite guerre qui coexiste entre ces anciennes colonies qui étaient communistes à l'époque? C'est une affaire aujourd'hui qui est une histoire monstre. Elle est monstre, pourquoi? Parce qu'elle touche la planète tout entière. Et on ne se réjouit pas de tous ces morts, de tous ces prisonniers. Mais parfois, il y a des catastrophes utiles. Utiles. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'utilité? Parce qu'aujourd'hui, le regard du monde a changé. Beaucoup de paradigmes ont changé. Les mentalités sont reparamétrées. Vous savez, nous avons passé le temps à penser que le bonheur était en Europe occidentale et que tout était fait là-bas, tout vient de là-bas. On réalise aujourd'hui que au moment où l'Afrique de l'Est est amputée par cette crise-là, l'Europe a autant faim que l'Afrique. L'Europe occidentale a autant faim que l'Afrique. Elle est la première à être, n'est-ce pas, affamée d'énergie, de gaz, d'électricité. On réalise aujourd'hui que maintenant que le blé est rare, elle aussi, elle a besoin de blé. Et vous savez, il était temps aujourd'hui quand même qu'une certaine boussole mondiale fasse son affaire
histoire de démontrer aux autres qui sont bons samaritains et qui ne sont pas. Je voudrais pas donner la part belle à la Russie, mais non, je vais revenir dans l'histoire depuis l'Union soviétique. Oui. L'Union soviétique a un partenaire privilégié de l'Afrique depuis les luttes indépendantistes. C'est un bloc géopolitique qui peut-être est devenu un sujet de droit, qui est devenu un sujet de droit, qui n'est plus un sujet de droit international aujourd'hui, oui. Mais qui à cette époque-là a aidé les Africains à se sortir du joug colonial, n'est-ce pas, l'Occident, qui a aidé les Africains à se scolariser, à devenir des messieurs comme il faut pour prendre soin, n'est-ce pas, de leur pays après les indépendances. Aujourd'hui, la présence russe en Afrique n'est qu'une forme d'implémentation de cette alliance traditionnelle qui existe entre l'Afrique et l'Union soviétique d'antan, dont la Russie se veut aujourd'hui porteuse de valeurs. Oui. Alors, cette Russie aujourd'hui vient simplement dans une phase d'opérationnalité dans les rapports qui l'ont toujours liés à l'Afrique. Nous avons ici le commerce tous azimuts. Au-delà du commerce, nous avons un transfert de technologie déjà au niveau des universités. Oui. Nous avons un transfert, n'est-ce pas, de renseignements et d'armement pour la défense, n'est-ce pas, du continent contre les bandes terroristes. Alors, ce qui n'est pas vu d'un très bon œil, pourquoi? Parce que l'Afrique n'aura été jusqu'ici qu'un continent de consommation et non de production. Nous avons besoin de paix. Sans paix, nous ne pouvons pas produire. Alors, aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passe partout, nous réalisons que la force n'était pas où on l'imaginait. La force se trouvait plutôt à l'autre versant, à l'autre versant de la montagne. Il faut pouvoir faire le tour de la planète pour comprendre concrètement qui est qui. Aujourd'hui, nous avons la montée des BRICS par la force même de la Russie aujourd'hui. Il faut citer que les BRICS, voilà. C'est les pays, l'Inde, la Chine. Tout à fait. Voilà. Qui vient aujourd'hui faire concurrence aux institutions de Bretton Woods, qui sont des institutions millénaires depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont toujours apporté leur porte-monnaie au chevet, n'est-ce pas, des États sinistrés, pas toujours pour les relever de la misère, mais quelque part pour davantage exploiter cette misère à leur avantage. C'est ça un peu le cynisme de l'aide internationale. Nous sommes donc autour d'une guerre d'intérêt, autour d'une guerre de territorialité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens ne sont plus, les puissants ne sont plus en quête rien que de territorialité, mais de l'occupation de l'espace. L'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien, c'est ce qui fait courir aujourd'hui. Et au-delà de cet espace, nous avons la lutte des ressources qui est une lutte d'intérêt. Alors, de réaliser aujourd'hui que l'Occident elle-même était assisté par des pays voisins, cela vraiment relève du miracle. Au-delà de ça, aujourd'hui, cette guerre qui n'est toujours pas pour arranger les populations, parce que mourir n'est pas un privilège, être affamé parce que l'État en guerre n'est pas un privilège, on réalise aujourd'hui la grandeur d'une nation qui va peut-être résoudre une question. Nous avons eu des laboratoires biologiques faiseuses de bactéries qui ont développé à travers le monde des guerres bactériologiques. Nous avons souffert de cela en Afrique. Ebola, nous le savons, le sida et tous les autres, Covid-19. Quand nous disons aujourd'hui que par des frappes chirurgicales, ces laboratoires sont désormais démolis et que ces souches qui nous rendaient malades, selon la bonne volonté de certains, n'existent plus, je crois qu'il faille saluer de deux mains, n'est-ce pas, ces initiatives. Et par ailleurs, nous avons également, au-delà de ces laboratoires qui sont décimés, l'équilibre, n'est-ce pas, des forces dans le monde. On avait besoin de ça, de pouvoir regarder les uns les autres. Vous voyez un peu ce que l'OTAN a eu à faire dans certains pays. Vous voyez par exemple les États-Unis, en Irak, en Afghanistan, vous trouverez un État souverain. Vous allez, vous l'annexez, vous foutez tout en l'air, vous repartez comme si de rien n'était. Non, il était temps que cet état de choses aussi s'arrête. Voilà, depuis que l'Ukraine crie, qui vole à son secours? Personne à l'horizon. Alors, mais pourtant, l'Union européenne fait des conférences tout le temps. Il faut soutenir l'Ukraine. Oui, il faut soutenir l'Ukraine, c'est bon. Il y a des fonds même qui ont déjà été levés et puis des armes qui seront... Oui, c'est bon, mais à quel dessein? Parce que c'est ça la question qu'il faille se poser. Est-ce que c'est pour aider réellement l'Ukraine ou davantage pour embraser le conflit? C'est la question qu'il faille se poser. Et que je sache quand même, lorsque nous observons ce conflit de très près, la Russie ne met pas en mal la vie des populations. Bien au contraire, pendant qu'elle détruit ce qu'elle démolit, nous voyons cette même Russie qui fait dans l'humanitaire, elle nourrit les populations, elle apporte des biens de première nécessité tels que les médicaments et tout le reste aux populations qui se trouvent dans des zones
dites sinistrées, c'est-à-dire qu'on n'épargne les populations. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un conflit comme on en a souvent vu par ailleurs. Là, c'est un conflit qui voudrait ramener une certaine justice sociale. Il est temps qu'on respecte les États dans leur souveraineté, dans leur intégrité. Mais aujourd'hui aussi, il faut parler de ça. On voit la Chine et Taïwan qui sont justement en train de vouloir faire cette traversée justement avec les États-Unis qui a décidé d'intervenir si jamais la Chine essayait peut-être de mettre son grain de sel. Non, mais vous savez, aujourd'hui, les droits de l'homme sont utilisés, n'est-ce pas, pour déstabiliser les États. Il y a quelque temps encore, les États-Unis s'adressaient à la Chine au niveau des Ouïghours, qui sont une population chinoise qu'on disait marginalisée, une population qui vit dans des zones de non-droit. Alors, la Chine a fait des films de ce côté-là pour leur montrer tout ce que l'État avait déjà mis à la disposition de ces populations-là. Et a rappelé aux États-Unis leur passage en Afghanistan et en Irak, et a ressorti, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a eu là-bas comme exaction qui n'honore pas la race humaine. Ça a été un calme plat. Alors, le Taïwan et la Chine, c'est un vieux conflit. Bien sûr. C'est un vieux conflit. Et la Chine, Hong Kong, c'est un vieux conflit. Vous savez, le problème avec la Chine, c'est qu'elle est orgueil de sa territorialité. Elle ne voudrait aucunement l'avoir imité. Et nous avons également vu la Chine et le Tibet. Mais posons la question de savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Toujours, nous avons une géopolitique du chaos qui, n'est-ce pas, lorsqu'elle veut mettre à mal un autre État, se sert, n'est-ce pas, des portions de ce territoire pour semer la zizanie. Ce n'est que de ça qu'il est question. Et la Chine, le gouvernement chinois, qui sait très bien de quoi il s'agit, s'arrange donc à mettre en garde ces différentes parties, même si Taïwan est désormais indépendant, parce que ne perdons pas de vue qu'il y a quelque temps encore, il y a une base militaire américaine au large de la mer méridionale qui a voulu être construite avec l'accord de Taïwan. La Chine a dû leur dire arrêtez ça. On a déplacé la base. Il y a toujours l'intervention des Américains, on les appelle les gendarmes du monde, qui aujourd'hui veut se mêler avec le conflit de Taïwan et de la Chine. Oui, vous savez qu'après la chute du géant soviétique, qui est devenu un sujet international, ça rappelle la guerre froide aussi. Voilà, la fin de la guerre froide. Nous avons eu un monde unipolaire où les États-Unis menaient la barque, les États-Unis menaient la danse. C'est elle qui avait un droit inquisiteur sur la planète. C'est son bon vouloir qu'on faisait avec son bras armé que l'ONU. Nous ne sommes pas sans l'oublier. Bon, de réaliser aujourd'hui qu'avec le réveil des dragons asiatiques, les États-Unis trouvent à qui parler. Ce n'est pas pour arranger ces choses. Ça s'appelle le multilatéralisme, loin de faire, n'est-ce pas, le bien de tout le monde, crée plutôt des problèmes, n'est-ce pas, dans les genoux de certaines puissances occidentales. Nous avons donc vu aujourd'hui d'autres États émergents à l'échiquier international qui dictent, n'est-ce pas, leurs lois, telles que la Turquie, la Corée du Nord, l'Iran et les autres. Ce n'est pas pour arranger, ça effrite plutôt le pouvoir, n'est-ce pas, de la puissance dominante d'alors. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire? C'est d'essayer, n'est-ce pas, d'invecter de temps à autre pour dire écoutez, nous sommes toujours, nous existons. Même si on sait que le conflit ne va pas prospérer, on essaye quand même d'hausser le temps pour faire comprendre aux uns aux autres qu'on est toujours là. Ah ben oui, écoutez, on a l'internationaliste qui est chez nous à Info TV aujourd'hui à Talent de Femmes. Mais sans plus tarder, nous allons prendre la deuxième rubrique. Merci madame de me permettre de parler de Michel Florence Dikoumé. Cette jeune sœur, si je peux me permettre, cette jeune consoeur, cette jeune camarade, parce que nous sommes tous dans la sous-commission de communication du RDPC du conflit central. Michel Florence Dikoumé est d'une patrie de pratiquement 7 enfants. Papa Dikoumé, qui est son père, était un prince Bakoko. Et de même, sa mère, Maman Dorothée, est une princesse de Bidjombo. Donc, Michel Florence est une princesse en réalité. C'est une princesse qui, elle avec ses frères, que sont Chouchou Dikoumé, Erickson Dikoumé, Hervé Dikoumé, Sandra Dikoumé, Edwige Dikoumé, qui sont des êtres très très attachants. Et Michel Florence a commencé la politique assez tôt. Elle a commencé la politique déjà dans les années 91-92, très tôt, au quartier Biemassi Acacia, où j'ai eu le privilège de la tirer, de la parrainer, pour la faire entrer, n'est-ce pas, dans un comité de base. Et elle a continué, n'est-ce pas, la politique jusqu'à
lorsqu'elle était déjà à l'université, surtout parce que à l'université, nous avons fondé ce que nous avons appelé la Ligue nationale des jeunes, qui était un mouvement qui regroupait tous les jeunes un peu partout, n'est-ce pas, dans le Cameroun, où on faisait la promotion des valeurs éthiques et morales, n'est-ce pas, prônées par le président Paul Biya déjà. Alors, dès lors que vient le temps du travail, lorsqu'elle commence à travailler, donc ses charges professionnelles font qu'elle mette la politique entre parenthèses pour un moment, le temps de parcourir pratiquement tout le Cameroun. Elle a affecté dans la région, n'est-ce pas, du centre, elle a affecté dans la région du nord. Ensuite, elle revient dans les parages ici au centre et elle a vu, n'est-ce pas, la nécessité de reprendre, n'est-ce pas, le flambeau politique. C'est pour cela qu'elle a la chance d'être cooptée au niveau de la sous-commission de communication du comité central du RDPC, sous-commission dans laquelle nous nous retrouvons tous ceux qui communiquent pour le RDPC et pour le président Paul Biya se retrouvent, n'est-ce pas, dans cette sous-commission de communication audiovisuelle. Et c'est pour ça que nous faisons... Sa Majesté Patrick Ondobo, qu'on connaît très bien, qui parle de vous en tant que princesse. Ça, on ne savait pas que vous étiez princesse. Si, je le suis. Ah, d'accord. Vous êtes princesse d'où? Je suis princesse Bakoko. Donc, mon père, c'est un prince. Par ricochet, je le suis. Voilà, il vous a tout dit. Il a parlé aussi de votre affiliation au RDPC. Vous arrivez très jeune et puis de vos actions, comment vous avez grimpé les échelons. Oui, j'en avais déjà parlé sur le plateau. Oui. Je vous ai parlé de mon arrivée dans l'OGRDPC lorsque j'entre à l'université. Ce sont les aînés et Majesté que nous trouvons, ce sont eux qui nous font faire les premiers pas en politique. Et puis bon, le reste est venu aisément. Ah, c'est vrai que votre cher RDPC, vous en parlez tout le temps avec fierté. Aujourd'hui, on se retrouve, on parle de rigueur, de moralisation. Est-ce que vous avez beaucoup, quelque part, des difficultés avec certains militants du RDPC? Oui, nous avons des problèmes avec certains militants et je me refuse d'ailleurs à les appeler camarades pour la simple raison que être militant du RDPC, c'est d'abord une adhésion personnelle. Être militant du RDPC n'est pas une opportunité. Être militant du RDPC, c'est maîtriser les textes de base. Être militant du RDPC, c'est pas le fait de venir attendre, n'est-ce pas, quelques prébendes venus de je ne sais pas moi où. Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. J'ai toujours dit sur le plateau qu'il y a deux types de militants. Il y en a qui sont venus dans le RDPC par conviction et d'autres qui sont là par opportunisme. Et cela passe généralement par la fenêtre. Une fois qu'il est nommé à une responsabilité, il se sent comme le devoir de devenir militant. Non. Il arbore un pagne. Dès qu'on dit qu'il y a campagne, il se rend chez lui pour la campagne. C'est pas ça être militant. Nous connaissons tous les militants de base, comme il vous dit. Nous venons de très loin. Oui. Nous savons qu'il y a un militaire à la base et qui vient nous retrouver à mi-parcours et qui n'est même pas convaincu de ce que nous faisons. Demandez-leur les textes de base, ils sont incapables de vous les donner. Parlez-leur de l'idéologie du parti, ils sont incapables de vous dire le moindre mot. Donc, c'est ce genre d'individus qui créent donc des problèmes dans le parti où une fois responsabilisés, ils pensent qu'ils peuvent tout ramasser pour eux et pouvoir vivre dans l'impunité. Non, le chef de l'État est rigoureux. Il vous a dit d'ailleurs lors de sa dernière sortie que ceux qui se sont amusés avec la fortune publique rendront gorge. Donc le pagne du RDPC n'est pas là pour couver les prévaricateurs de la fortune publique. Le pagne du RDPC n'est pas là pour, n'est-ce pas, servir de refuge à tous les malhonnêtes de la République. Nous disons non. D'accord. C'est vrai que le RDPC aussi a ses remous et ses hauts et ses bas. Néanmoins, c'est un parti quand même qui est soudé, vu que c'est le parti de la majorité aussi à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi un parti qui regroupe de nombreux militants dans toutes les 10 régions du Cameroun. Alors, sans plus tarder, on va prendre la seconde vidéo. Bonjour, c'est Frédéric Lemdonko, présidente sortante de la sous-section RDPC de Bordeaux. J'ai le bonheur de compter parmi mes proches amis Michel Dikoumé. Et si je devais vous parler de Michel, je dirais d'elle qu'elle est à la fois élégance et raffinement. Une élégance et un raffinement à la fois intellectuel et physique. Michel, c'est une vraie tête bien faite et bien pleine. C'est une fille de son temps, diplômée entre autres de l'école des hautes études internationales de Paris. Michel, c'est une intellectuelle hautement diplômée. La géostratégie et la géopolitique n'ont aucun secret pour elle.
Je partage avec Michel la même sensibilité politique. Nous sommes toutes les deux membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. J'ai beaucoup d'admiration pour cette guerrière des temps modernes qui n'hésite pas à braver les arènes les plus féroces, des plateaux de télé et de radio pour défendre à la fois les acquis et les idéaux du parti, de notre cher parti, le RDPC. Grâce à Michel, j'ai pu approcher l'univers des communicants du Lion, dont je pense qu'elle est à la fois, dont elle est pour moi l'un des maillons les plus forts. Michel, c'est la droiture et la loyauté. Michel est à la fois une mère, une fille admirable. Michel, c'est une tante adorable. Michel, c'est une amie formidable. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a tant à dire encore sur Michel. Michel, je t'embrasse. C'est une tête pleine, femme carrée, femme politique, justement dans la droiture. Voilà, ce témoignage, ça vous fait sourire. Oh oui, c'est intéressant de réaliser ce que les amis pensent de vous. Vous êtes ensemble tous les jours, vous parlez de tout et de rien, mais difficilement ils vous disent en face ce que vous représentez pour eux. Donc là, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre Frédéric, avec laquelle j'ai grandi au Cameroun, avec laquelle je me retrouve en France, parler de moi, n'est-ce pas, en ces termes-là. Oui, elle a dit qu'elle a beaucoup à dire. Elle a dit c'est même pas le peu que je peux vous raconter d'elle, parce que sur Michel vous pouvez parler longtemps sur elle, parce que c'est vrai quand même que avant l'émission j'ai partagé l'affiche un peu partout et tout le monde m'a dit c'est une dame très intelligente, on aime bien ses analyses. Aujourd'hui on l'a vu peut-être avec le développement sur l'Ukraine et la Russie. Peut-être aujourd'hui, est-ce que vous êtes une dame qui impacte? Est-ce que vous avez une fille, des enfants qui veulent faire la même chose que vous? Oui, bon, sauf que ma fille, je vous ai dit, elle est expert comptable dans quelques mois. J'ai mon fils qui est à la faculté, mais il est à la Sorbonne. Il me dit qu'il veut être pilote. Donc, bon, je laisse chacun choisir librement. Et des neveux qui veulent faire peut-être la politique comme toi? J'ai des neveux. Il y en a deux d'ailleurs qui sont rentrés à l'IRIC. Sandrine et le Bobo. Parce qu'ils m'ont dit, tantine, on veut être comme toi. Je leur ai dit, alors vous voulez être comme moi? Bon, après la fac, c'est lyrique. À défaut de vous envoyer en Europe, ça coûte un peu plus cher aujourd'hui. Alors, je vous oriente à l'IRIC, ils ont fait le concours, ils l'ont eu tous les deux. Je leur tire encore mon chapeau. Donc, dans la famille, oui, il y en a deux. Il y a un qui a fait l'IRIC, qui a fait les NAM. Il a eu les NAM, pas l'IRIC. Bon, il a les NAM. Non, mais c'est déjà ça, c'est l'école dont rêve tous les jeunes quand même. Dès que tu finis la formation, tu es intégré à la fonction publique. Beaucoup de jeunes rêvent de l'ENAM. Mais il faut aussi le rappeler, peut-être il faudrait que vous le disiez ici, là. Tout le monde ne peut peut-être pas travailler dans l'administration. Est-ce que tout le monde, tous les Camerounais ne peuvent pas travailler dans l'administration? Non. Il faudrait le souligner aussi. Oui, il faut le dire, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. Parce que généralement, quand on est à l'IRIC, en dehors de la filière diplomatie, le reste on n'intègre pas. Ils trouvent leur travail. Et je voudrais leur dire qu'il y a des organisations internationales bien implantées au Cameroun qui en ont besoin. Patrick a parlé tout à l'heure là de mon séjour dans le Septentrion et partout, non. Et c'était pas une affectation administrative. Administrativement, je travaille à Oundé, mais de façon parallèle, ces organisations m'ont toujours sollicité dans le cadre d'ailleurs de la crise climatique, dans le cadre, n'est-ce pas, du développement durable, dans le cadre, n'est-ce pas, des droits de l'homme à Bangui. Je suis allée pour la prévention des conflits. Je me suis retrouvée dans le G5 Sahel, dont je fais désormais partie, n'est-ce pas, de l'association des dames, tout en étant camerounaise, dans le cadre justement de l'extrémisme violent. Donc c'est vous dire que on vous sollicite, n'est-ce pas, pour apporter votre compétence. Donc, que les jeunes qui sont à l'IRIC ne s'en fassent pas, le tout c'est toujours d'avoir la très bonne information. Au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui en plein dans un pays en développement. Et lorsque nous voulons nous développer, mes chers enfants, ce n'est pas l'administration. C'est le secteur privé. C'est le secteur le plus porteur. Il crée des emplois, il crée des richesses. C'est de ce côté-là que tout se trouve. Nous sommes au Cameroun qui est un scandale géologique. Nous avons des sociétés minières déjà mises en place. Nous avons une société camerounaise qui est déjà là. Donc, que les enfants ne se gênent plus, qu'ils sachent qu'il y aura du travail. Nous avons ces extractions, ces explorations minières qui prendront effet dans sous peu, qui seront, n'est-ce pas, des zones de plein emploi. Et au-delà de ces signaux hostiles
pour ne pas faire la publicité. Oui. Nous aurons plein d'autres sociétés qui travailleront en sous-traitance, donc ce sera des zones de plein emploi. Donc nous ne laissons pas, n'est-ce pas, de chercher la bonne information. Le Cameroun est en marche et aujourd'hui nous sommes à l'ère de la décentralisation. La décentralisation aujourd'hui qui veut se dévorer, n'est-ce pas, au plat des projets, des projets porteurs, des projets, n'est-ce pas, qui obéissent, n'est-ce pas, aux exigences de l'heure. Ficeler de bons business plans, allez les déposer, vous serez financé. Nous avons le plan spécial triennal jeune également qui recrute. Et je voulais dire quelque chose à tous les jeunes Camerounais. Allez-y au ministère de la Jeunesse, arrangez-vous à avoir une carte jeune. Cette carte vous facilite la vie. Au niveau du transport terrestre comme aérien, au niveau des frais médicaux, c'est moitié prix pour les jeunes Camerounais. Allez-y, il y a plein d'avantages monstres. Laissez un peu ces histoires qui vous distraient à gauche, à droite et vous éloignent de l'essentiel. Aujourd'hui, dans son adresse à la nation, encore, j'aime revenir là-dessus, le chef de l'État a parlé désormais de la production locale. L'Afrique aujourd'hui ne voudrait plus être qu'une société de consommation, mais de production. Donc, produisons. C'est à travers cela que nous pouvons sortir la dépendance extérieure. C'est à travers cela que nous pourrons, n'est-ce pas, nous auto-affirmer, devenir autonomes et être, n'est-ce pas, une nation debout, une nation forte. Donc, scolarisons-nous très bien. Nous avons là des jeunes qui ont été à l'école des mines, qui ont fait, n'est-ce pas, dans le génie rural, qui ont fait dans des choses, le génie environnemental. Je vous en supplie. Cherchez simplement des financements. Soyez autonomes. Allez-y, n'est-ce pas, dans les régions. Il y a désormais des présidences ainsi que des bureaux qui vont avec. Présenter vos projets et attendez tranquillement. Si vous êtes du littoral, nous avons des grandes pêcheries. Vous pouvez aujourd'hui produire plusieurs types de poissons parce que nous avons là-bas un relief qui s'y prête avec la mangrove dont nous avons déjà la nourriture naturelle des poissons au-delà de ce que nous voulons leur donner de manière artificielle. Donc nous pourrons nous passer du poisson importé qui parfois crée des problèmes de santé publique. Nous avons eu un cas la dernière fois ici. Si vous êtes de l'extrême nord, nous avons plein de projets laitiers, le nord, la Damawa. Vous pouvez vous retrouver là-bas avec des produits fromage et tout ce qui va avec. Si vous êtes dans le centre, évitons peut-être la taille du bois. Et nous avons également l'agriculture qui est très 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 bonne parce que nous sommes à la base d'un pilier de développement pour nous au Cameroun et en Afrique également. Nous avons déjà ce que nous appelons la mise en place de la zone de libre-échange continentale. C'est même plus une mise en place parce que le train a démarré. Que le Cameroun également devienne compétitif. Les frontières sont déjà ouvertes. Les frontières sont ouvertes. Il y aura plus de crise de surproduction de tomates. Non, il y a de quoi écouler parce que le commerce intracommunautaire dans la sous-région CEMAC se porte très bien et le label Cameroun bien représenté dans les pays de la sous-région. Donc, vraiment, mes chers enfants, vous êtes scolarisés, laissez le matricule tranquille. C'est vrai qu'il nourrit son homme, mais il ne résout pas véritablement les problèmes. Lançons-nous dans le secteur privé qui est le plus efficient. Le secteur privé est ce secteur qui a toujours créé des industries, même dans le monde aujourd'hui. S'il y a des puissances, c'est grâce au secteur privé. Ça, il faut le rappeler. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo avant de passer à la phase suivante. Ça tourne. Ok, bonjour, je suis le docteur Solveig Jakamba. Je suis la sœur cadette de Madame Michelle Florence Dikoumé. Voilà. Que voulez-vous que je dise d'elle? Voilà, c'est ma sœur. Elle est la deuxième d'une fratrie de 7. La caractéristique première, c'est que lorsque nous étions jeunes, c'est quelqu'un d'introverti et qui, avec l'âge, a appris à s'ouvrir. Deuxième caractéristique, elle est quelqu'un de particulièrement intelligent. Elle est très intelligente, c'est pas un secret. Elle avait 17 ans de dissertation, cette fille-là. Je peux comprendre qu'elle soit aujourd'hui, vous savez, c'est une oratrice de haute facture. Vous pouvez comprendre pourquoi. Que vous dirais-je? Elle est affable, elle est gentille, elle est généreuse. Alors, elle est particulièrement généreuse. C'est une mère de famille, elle a un époux, elle a des enfants, elle a de grands-enfants. Et puis c'est quelqu'un qui est passionné un peu de politique. Je crois que vous l'avez souvent vu sur des plateaux. Elle est passionnée de politique, elle aime le débat, et puis je vous en prie, elle est cultivée. Elle a le débat international, c'est une internationaliste. Seulement, comme personne n'est parfait, je vous dirais que c'est une rancunière de première catégorie. Voilà. C'est bon. Ok, comme personne n'est parfait, chacun a ses petits défauts. Le sien, c'est la rancune. Ne touchez pas à sa famille, ne touchez pas à son enfant, ne vous attaquez pas à elle. Parce que si vous le faites, je vous assure, elle vous dira pas bonjour pour toute la vie. Et pour qu'elle y revienne,
C'est très très difficile. Néanmoins, dans l'ensemble, c'est une personne adorable avec laquelle on aimerait bien passer du temps. En gros, c'est ce que je pourrais vous dire au sujet de Florence Michel Florence, beaucoup mieux Dikoumé, qui est ma sœur, que j'aime très fort. Voilà. Ok. Il y a la sœur qui est docteur qui parle de vous. Voilà, c'est parlé de vos défauts, hein, vous êtes rancunière à ce qui paraît. On découvre de Michel. Hein. Vous ne savez pas des gens pendant toute une vie. Mais il y a un rectificatif que je voudrais apporter. Vous savez, il est des gens qu'on regrette d'avoir rencontrés sur son chemin. Et quand je constate que vous faites partie de ceux-là, vraiment, il vaut mieux vous éviter. Et lorsque je vous évite, je m'y mets. Vous ne parlez plus pour toute la vie à vos contacts. Ça a été très drôle cette vidéo. Mais néanmoins, elle a souligné le fait que vous êtes très intelligente, une meilleure oratrice qui puisse exister. C'est vrai qu'on vous a vu aussi recevoir même une distinction, notamment à la foire qui a eu en janvier au Palais des Congrès. Vous avez eu une distinction. C'était quoi exactement Oui, justement, c'était un talent oratoire. Oui. C'est un grand hôtel de la ville. Je ne sais pas s'il fallait le nommer ici. Bon, sans publicité. Voilà, le Hilton Hotel, après une prestation, a bien voulu me donner un petit paquet. Je leur en suis reconnaissante et je leur fais un coucou en passant. Voilà, vos talents d'orateur. C'est vrai que le temps nous est imparti. On va prendre maintenant la dernière rubrique qui concerne retour sur Info TV avec talent de femme. Surtout ne bougez pas, nous sommes avec la dynamique Michel Dikoumé qui n'arrête pas de nous faire sourire et qui nous éduque et édifie aussi sur le plateau. Alors le quiz, c'est justement cette rubrique où on parle des faits de société, on parle de tout ce qui se passe dans le monde et même peut-être au Cameroun. Alors on va commencer par la première question. C'est vrai qu'on m'a parlé de votre association. On parle des femmes et le nozo. Aujourd'hui, on a talent de femme. C'est vrai qu'il faut mettre la femme en avant. Aujourd'hui, quand vous voyez une femme peut-être réfugiée, une femme déplacée interne qui quelque part aujourd'hui demande de l'aide et puis on a des jeunes filles qui se prostituent, que pensez-vous qu'il faille faire pour les réinsérer réellement dans la société? Voilà, déjà c'est un drame que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Vous savez, être déplacé dans sa propre république, vivre sans toit dans son propre pays, dans son propre village, parce que vous savez, chez nous, dans la côte, quand on dit Mboa, Mboa signifie le pays, ça signifie le village, ça signifie la maison. Alors quand vous n'avez pas de toit au-dessus de votre tête, chez vous, dans votre village, je dis c'est tout ce qu'il y a de dramatique. Oui. Alors les femmes, justement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons dans la prévention. Dans notre ONG, nous n'attendons pas qu'il y ait des catastrophes. Nous amenons les jeunes filles, n'est-ce pas, à s'autonomiser, et des femmes dans des activités génératrices de revenus. On essaie de leur donner le B.A.B.A. qui permettrait que quel que soit l'endroit où elles puissent se retrouver, qu'elles puissent se prendre en charge. Nous avons celles qui sont sédentaires que nous essayons d'insérer pour le compte de l'État dans les centres. On leur donne le conseil, on leur dit écoutez, il y a le centre pour de formation, la maison de la femme. Celle qui est d'accord, on l'oriente là-bas. Bon, d'autres, elles vont apprendre la couture, elles apprennent la coiffure, elles apprennent la cuisine. Ça permet rapidement, il y en a qui ont appris la cuisine, qui aujourd'hui, à certains carrefours de la capitale et même dans d'autres pays, à mon passage, je fais un coucou souvent, je trouve qu'elles ont ouvert ce qu'on appelle vraiment chez nous des tourneaux d'eau, parce qu'elles ont passé 3 mois d'apprentissage de cuisine quelque part. Notre problème, c'est d'autonomiser la femme, autonomiser la jeune fille. Et quant à celles qui se trouvent aujourd'hui déplacées, que nous n'avons pas eu le privilège de visiter avant, le gouvernement a fait quelque chose de fantastique, c'est qu'il a ouvert un couloir humanitaire de Douala qui va, n'est-ce pas, vers les zones sinistrées. Et ça nous permet à nos autres de pouvoir coulisser sans problème. Donc, ce sont des femmes auxquelles nous rendons visite. Nous leur venons en aide tel que nous le pouvons. Il n'y a pas que nous, il y a la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge camerounaise, pas internationale, la Croix-Rouge camerounaise également, ainsi que plusieurs associations. Cette histoire m'a amené à comprendre que les Camerounais dans leur globalité sont solidaires. Ils sont vraiment généreux à faire. Parce que des associations de tout genre se sont retrouvées, n'est-ce pas, à venir en aide à ceux du Mozo. Il y a des familles qui ont récupéré des enfants, des jeunes filles venues de là-bas. Bon, même comme toute œuvre humaine n'est jamais facile, il y a des jeunes filles qu'on a eu à placer dans des maisons d'accueil, mais qui se plaignent parfois des messieurs qui ont des mains un peu baladeuses et qui sont un peu osés dans leur comportement tous les jours. Nous en appelons, je profite de cette tribune aujourd'hui pour dire à ces messieurs de conseil d'avoir pour ces filles beaucoup de respect, parce que ça pourrait être leur fille à eux qui se retrouvent en mauvaise posture quelque part. De les considérer comme leurs filles, et si elles sont employées de maison, qu'elles ne soient là que pour faire ce pourquoi elles ont été recrutées et non plus. Des faveurs, il y a des carrefours tels que le carrefour de la joie,
il y a des carrefours tels que je ne sais pas, ils sont nombreux, où on peut trouver ce dont on a besoin, que de se servir à domicile sur des innocentes avec lesquelles on n'a rien négocié au préalable. Donc, c'est pour vous dire que nous avons agi en amont. D'accord. Voilà, l'ONG Coalition Center for Human Rights and Humanitarian Assistance vient en assistance justement à ce genre de cas aussi. C'est ce que vous essayez de nous dire. Oui. Voilà. On va parler maintenant, c'est vrai qu'on a fait un petit débriefing là-dessus, du Made in Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour relancer le Made in Cameroun? Non, le Made in Cameroun est déjà sur la sellette. Oui. Vous avez tantôt parlé, n'est-ce pas, de cette foire qui a eu lieu du côté de Paris. Oui. Mais avant elle, nous avons eu la grande foire de Dijon, où le Cameroun a été véritablement représenté. Je suis allé il y a quelque temps encore en Centrafrique, peu avant les troubles. Mais je voudrais vous dire que lorsque j'entrais dans les magasins, qu'est-ce que je trouvais? C'était les eaux minérales camerounaises, c'était le riz made in Cameroun, le riz Yagua Ndop, sans publicité aucunement. Lorsque j'arrivais un peu partout, bref, c'est le Cameroun qui était représenté. Il y a quelque temps encore, je vous ai dit, l'ONG en 2020 décembre, nous sommes allés au secours des sinistrés de Boko Haram dans le Mayo Moscota. On a dû traverser le Logon également pour nous retrouver du côté de N'Djamena. Mais là-bas, j'ai trouvé que le Made in Cameroun était très très bien représenté à travers les boissons. Mais on parle souvent aussi des coûts, parce qu'il y a certains Camerounais qui se plaignent des coûts, parce que les produits locaux sont souvent un peu plus chers. Les produits locaux sont un peu plus chers à cause, n'est-ce pas, des Camerounais eux-mêmes. Vous savez, nous avons au Cameroun, le ministère du Commerce, qui s'occupe, n'est-ce pas, des marchandises qui rentrent dans le pays, qui s'occupe de la subvention. Et la subvention, comment elle se fait? C'est dans un dialogue interpatronal, c'est-à-dire qu'entre le patronat camerounais et le ministère du Commerce. Donc, les coûts sont arrêtés, d'où la mise en place de la mercuriale. Lorsque nous sommes au marché, beaucoup de commerçants ne respectent pas cette mercuriale-là. Et lorsque les pouvoirs publics descendent sur le marché, on estime qu'ils vont faire de la théâtralisation que nenni. Lorsqu'on parle du commerce international, il est question du Cameroun et des grands pôles de production à l'extérieur du Cameroun. Et lorsque la négociation est terminée, le Cameroun négocie les coûts. Et lors de la traversée par la douane du Cameroun, il y a encore de l'aide qu'on apporte aux opérateurs économiques au travers, n'est-ce pas, de la résorption des coûts de douane. C'est pour ça que l'État peut se prévaloir, n'est-ce pas, de faire partie prenante de la mercuriale. Nous avons des sociétés de distribution au Cameroun telles que Soakam, sans publicité aucunement. Lorsque ces sociétés prennent la marchandise, en gros, au niveau de Douala, et les acheminent dans les coins les plus reculés, il est inadmissible qu'on trouve que, par exemple, à Kousseri ou à Molundu, que le prix, n'est-ce pas, des biscuits est changé. Parce que, justement, l'État s'occupe de la distribution. Donc, lorsqu'on trouve que les biscuits coûtent déjà de 50 francs, 125 francs à Molundu, ce n'est que de l'arnaque. Donc, il faut pouvoir réprimer les commerçants véreux. Ce n'est pas tout à fait normal. Et maintenant, au niveau de la production locale, on n'a plus de crainte à se faire. Pourquoi? Parce que l'État subventionne. Il subventionne. Au-delà de ce que l'État subventionne, nous avons d'autres accompagnements que ces producteurs en termes de coopératives et de GIC obtiennent, qui permettent, n'est-ce pas, que la production se fasse. Et lorsqu'on arrive sur le marché, il faut revendre à bon prix parce que nous avons des engrais naturels qui se font déjà au Cameroun, tels que le compost et tout le reste. Pour, n'est-ce pas, avoir des produits bio, nous n'avons plus toujours besoin des engrais chimiques venus d'ailleurs. Donc je crois que l'administration camerounaise a tenu le taureau par les cornes et est au chevet des agriculteurs pour que nous puissions manger bio, que nous mangions à notre faim. On mange à notre faim. Alors on va continuer à ce même volet. Que pensez-vous de ce phénomène de vie chère qui est même récurrent, même dans le monde aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun qui est attaqué, on parle de vie chère, du carburant, entre autres. Que pensez-vous de cette montée, cette inflation qui est installée? Oui, l'inflation, n'est-ce pas, c'est par le fait d'abord des conflits. Quand les pôles de production sont en conflit, automatiquement la production baisse. Et lorsqu'elle baisse, elle ne peut plus nourrir la quasi-totalité, n'est-ce pas, de la population mondiale. Donc, on se retrouve avec une inadéquation entre consommateurs et ressources produites. Automatiquement, il y a cela. Maintenant, au niveau des circuits de commercialisation à travers le monde, compte tenu du coût d'achat, automatiquement, le transport grimpe. Et lorsque le produit arrive à destination, on réalise fatalement qu'on paye 2 fois, voire 3 fois plus cher. Mais à ce niveau, l'État subventionne. Il y a donc un autre phénomène qui se situe au niveau des petits importateurs. C'est-à-dire quoi? Vous partez d'ici, vous allez à Taïwan faire vos achats, vous avez votre ami à Taïwan qui envoie la marchandise, vous la vendez ici. Ce qui est certain, c'est que dans votre magasin, on trouvera que vous vendez plus cher que ceux qui ont pris chez les grossistes. Parce que vous avez mis de votre argent. Il est donc temps que les petits importateurs se mettent en synergie avec le ministère du Commerce pour pouvoir bénéficier également de ces coûts. Pourquoi ne pas arrêter cela et se soumettre, n'est-ce pas, au commerce, n'est-ce pas,
des grossistes. D'accord. Ouais, on parle de vie chère, peut-être c'est une solution, Madame Michel Dikoumé. Alors on va prendre notre volet peut-être quelque part un peu que peut-être d'autres n'aiment pas aborder. Aujourd'hui on voit, on parle des transsexuels, des changements de sexe qui sont opérés beaucoup plus en Occident, aux États-Unis entre autres. Que pensez-vous justement de cette personnification de l'être humain qui a changé aujourd'hui la donne avec les droits des LGBT qui sont revenus en avant et justement, je sais que vous travaillez avec les droits de l'homme et ces gens qui veulent changer de sexe sans pour autant être inquiétés. Le drame, en fait, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans la cité antique, on avait parlé de Sodome et de Gomorrhe, où on n'avait pas de transgenres, mais des hommes normaux qui préféraient aller les uns avec les autres. Donc c'est vieux comme le monde. Mais maintenant, chercher à changer de sexe, moi je crois que lorsqu'on atteint cette extrémité, on est malade. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Le drame maintenant, c'est qu'au lieu d'accompagner ces gens dans le sens de ne pas le faire, on légalise une incongruité comme celle-là. C'est ceux qui légalisent l'incongruité qui sont même plus malades que ceux qui veulent vraiment changer de sexe. Alors c'est pour dire qu'on a là une société en déliquescence, une société en crise. C'est-à-dire qu'en crise mentale, il faut revoir. C'est ça. Alors je ne comprends pas que nous ici, bien portant, nous n'avons pas vu nos parents le faire, que nous en venions à vouloir imiter cela, c'est regrettable. Et puis, on a aussi des accidents, des accidents néonataux. Où souvent, une jeune fille naît, elle est vraiment masculine, mais on réalise que biologiquement, c'est une femme. On a souvent eu ce genre de choses, on vous dit non, c'est un garçon manqué, mais on reste comme ça. Ces femmes sont dans des ménages, elles ont des enfants. Parfois, vous avez un fils garçon qui est plutôt efféminé, des caractères sexuels secondaires féminins dominent, mais essayez de l'amener, de lui parler, l'amener à comprendre, même sans lui parler, poser des actes du quotidien qui l'amènent à comprendre qu'il n'est qu'un monsieur, au-delà de tout, et qu'il se comporte comme tel. Il y a une crise de valeur, c'est pourquoi nous assistons à un genre de choses. Alors on va prendre la dernière question. Peut-on rêver d'une véritable Union africaine comme on le voit avec l'Union européenne aujourd'hui? Mais que les États africains essayent d'évoluer main dans la main. Et je crois que le développement partira de là. Vous savez, nous avons sur le continent africain 5 zones géopolitiques. Elles sont 4, elles sont 5. Nous avons le Maghreb, oui. Nous avons la CEDEAO, nous avons la SADC, nous avons l'Afrique de l'Est. J'ai pas l'Afrique centrale. Non, pas donc ça fait 5 zones géopolitiques qui travaillent déjà ensemble. Et au-delà de ça, ça dit que c'est des subdivisions qui amènent, n'est-ce pas, le continent vers une zone géopolitique unique. Donc, lorsqu'on parle de zone de libre-échange continentale, il est question de toutes ces zones géopolitiques qui fédèrent, qui fusionnent, n'est-ce pas, pour avoir un marché unique africain. Et nous rêvons de ça. Nous sommes très contents que cela puisse enfin arriver chez nous, qu'il puisse y avoir un label Afrique. De label Afrique, monnaie unique, peut-être les échanges entre l'Afrique, notamment les échanges diplomatiques, qu'il n'y ait plus justement ces distinctions. On a le Schengen par exemple en Europe. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a toujours ces restrictions? Moi je suis allé une fois au Kenya, mais à l'aéroport j'ai été bloqué par exemple. Oui, il y a un problème de fond. Vous savez, le colonialisme a laissé des séquelles. Nous avons été colonisés par plusieurs puissances occidentales. La preuve des langues que nous parlons. Quand vous allez au Kenya, vous embrassez déjà l'anglais. Vous trouvez une toute autre société qui n'est plus du tout une société africaine. Je crois qu'il y a un début à tout. Lorsque nous commençons à commercer ensemble, je crois que le reste suivra. Au-delà, n'est-ce pas, de ce que vous désirez, de ce dont nous parlons en termes économiques, il y a une autre réalité qu'il ne faille pas escamoter. C'est que sur le continent africain, de plus en plus, nous avons une jeunesse décomplexée qui s'éveille. Et cette jeunesse aujourd'hui, qui main dans la main, tient le même langage, main dans la main, regarde dans la même direction. Donc je crois que l'Afrique s'est réveillée et tout part de là. Et le scandale géologique que nous sommes, plus l'essor démographique qui fait la force africaine aujourd'hui, je suis sûr que d'ici 2030-2035, l'émergence africaine verra le jour en partant déjà de l'émergence sous-régionale. Parce que vous voyez, nous avons eu quelque chose de magnifique où nous sommes des sociétés hyper énergétiques. Ces sociétés qui peuvent déjà vendre l'énergie dans les pays voisins. Je ne sais pas si vous voyez ce que cette synergie apporte, ce qui veut vous dire qu'au-delà de l'énergie, le commerce intra-africain verra véritablement le jour. Et les bases, on a déjà posé des bases, les premières bases qui nous amèneraient, n'est-ce pas, à pouvoir fusionner en termes de route
en termes de voies ferrées, en termes, n'est-ce pas, de liaisons aériennes. Oui. Je crois que dans Soupe, ce ne sera qu'un lointain souvenir. Merci, nous arrivons déjà au terme de l'émission. Merci d'être passé chez nous, Michel Dikoumé. Ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, un mot déjà pour vos projets, l'activité, l'ONG par exemple. L'ONG a une mission particulière, c'est celle des enfants de la rue. C'est vrai, nous faisons dans beaucoup de choses, mais nous essayons de stabiliser déjà les réfugiés, les déplacer au niveau de l'agriculture, dans l'autoproduction pour une consommation commerciale. Et le projet, c'est les enfants de la rue. Chaque jour, l'État essaie de les regrouper, les renvoie dans les familles. Nous réalisons que les mêmes enfants reviennent. C'est un phénomène qui dérange. Il dérange même la vue des mégalopoles que sont devenus Douala, Yaoundé, où nous avons besoin de voir autre chose. Des beaux bâtiments, des immeubles qui défient, n'est-ce pas, les politiques millénaires. Mais nous voulons voir des villes dénuées de la mendicité, des villes où le citoyen est propre, moralement, propre physiquement. Alors, vous voyez, ces enfants que nous rencontrons tous les jours deviennent comme le cancer des villes. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous sommes en train de mettre en place, et avec l'aide du pouvoir public, la parenté responsable. La parenté responsable. À chaque fois que les filles que nous encadrons sont enceintes et que le géniteur dit que ce n'est pas lui comme d'habitude, nous voulons ici un test de paternité. Une fois que c'est prouvé que c'est de lui, ce sont ses œuvres. D'accord, c'est le test de paternité revient toujours. S'il travaille dans l'administration privée comme publique depuis la base, on récupère pour aider la mère à pouvoir encadrer les petits. S'il ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est-à-dire récupérer son rejeton. D'accord, merci. C'est ça la prochaine lutte. Et en tant que femme politique, on dit déjà merci à tout le monde de nous avoir suivis. Quelques membres du RDPC ont même envoyé des messages, notamment tous à Besolo de la commune de Yaoundé 5, qui aujourd'hui vous apprécient aussi et qui ont apprécié cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine et on dit merci à toute l'équipe, à la supervision générale de Neuven. Portez-vous bien et restez sur FOTV pour la suite des programmes.